Je vais immédiatement commencer donc avec cette semaine un exposé qui, vous le verrez, va faire le lien sur certains points avec ce qu'on a vu la fois passée, qui s'en distingue néanmoins, notamment par son objet d'étude, puisqu'effectivement, comme l'a dit Francesco, je vais parler notamment d'intervention artistique, mais pas seulement, ça veut dire on va quand même faire une bonne dose de philo, cette fois-ci non pas avec Étienne Balibar, mais avec un autre philosophe qui s'appelle Jacques Rancière et qui est mon auteur fétiche. Donc, en très gros, ce dont il va être question aujourd'hui, c'est quoi? C'est la question en fait de la puissance politique, si vous voulez, des œuvres d'art, d'accord? Donc je vais commencer immédiatement par un constat. Ça veut dire qu'on peut constater en fait que ça fait maintenant quelques années en fait que les arts urbains, d'accord, font l'objet d'une attention tout à fait particulière en fait de la part notamment du monde politique. Et parmi ces arts urbains, le street art occupe une place un peu à part, puisque là, il fait vraiment l'objet, encore une fois, d'une série d'attentions de la part de gens qui, jusque-là, avaient plutôt tendance à critiquer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que le street art, il s'est imposé, en fait, assez récemment, si vous voulez, comme un des moteurs, en fait, du développement touristique et du coup aussi économique, notamment des grands centres urbains, comme en témoigne, par exemple, à Paris, etc., mais pas seulement, même dans des plus petites villes. La création d'une série de parcours, en fait, de street art. C'est pas la seule manière de valoriser le street art. Qu'est-ce qu'il y a également? On remarque que les street artistes, ils sont de plus en plus souvent mobilisés, en fait, dans une perspective relationnelle, c'est-à-dire pour retisser du lien, dans des projets, par exemple, de requalification de certains quartiers, de certaines banlieues, etc. Du coup, ce phénomène-là, il devrait sembler surprenant. Et pourquoi est-ce qu'il devrait sembler surprenant? Parce qu'il y a encore quelques temps, très peu de temps en fait, le street art, il était présenté par le monde politique soit en fait comme un art subversif, soit, pire, comme une forme simplement de dégradation, on pourrait dire ça comme ça, des espaces publics. Du coup, est-ce qu'il faut voir dans cette mise en avant très récente en fait, des œuvres de street art comme une ouverture du monde politique, justement, et plus largement des représentants de l'ordre établi, on va dire ça comme ça, donc comme une ouverture du monde politique, justement, à des modes d'expression contestataires qui jusque-là étaient combattus ou plus simplement ignorés? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose d'autre qui se joue là-dedans? C'est ça que je vais essayer de poser comme question. Donc, autrement dit, si vous voulez, la mise en valeur du street art par le monde politique, on peut se demander si elle est le signe d'un regain démocratique, au sens où les représentants de l'ordre établi laisseraient s'afficher dans les villes, justement, des images susceptibles de critiquer cet ordre, voire de le mettre à mal. Donc, première question, ça va, c'est le street art, ok, il est à la mode, on en voit partout, on nous le vend tout le temps. La question, c'est de savoir si, du coup, il a encore ou pas un potentiel, justement, critique, etc. Bon. Alors, il est évidemment impossible de répondre de manière exhaustive à cette question, mais ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est proposer une ébauche de réponse, si vous voulez, à travers l'étude d'un cas concret. Et ce cas concret, il est situé où? Il est situé dans la ville de Calais. Donc je vais confronter, en fait, si vous voulez, deux types de réalisations, d'accord, qui, encore une fois, s'exposent à Calais, ville qui est désormais associée au problème des migrants. Je vais d'un côté analyser 4 œuvres, en fait, du street artiste Banksy, qu'on appelle l'artiviste, en fait. Et ces 4 œuvres, elles constituent, d'après la presse notamment, un ensemble. On parle de la série des œuvres de Calais. Donc, parmi ces œuvres-là, vous avez quoi? Vous avez la plus connue, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc, c'est le fameux Steve Jobs représenté en migrant. La deuxième œuvre à laquelle je m'intéresserai, c'est voilà, donc c'est une référence donc au radeau de la Méduse de Géricault, et c'est une œuvre qui est située donc à proximité de l'Office des étrangers, et donc pas loin non plus de l'hôtel de ville à Calais. Troisième œuvre à laquelle je vais m'intéresser, elle a fait pas mal parler d'elle aussi, c'est le fameux Enfant au vautour. Donc là, elle est située sur un poste de secouriste de la plage de Calais, et ce qu'on voit, c'est un gamin qui regarde à longue vue, en fait, les côtes anglaises qu'on voit de là, avec le vautour qui est posé dessus. Enfin, dernière œuvre, qui est un peu plus spéciale, puisqu'elle n'est pas située à Calais, celle-ci, elle est située à Londres, en face de l'ambassade de France, d'accord, sauf qu'elle fait quand même directement référence à la situation des migrants à Calais, puisque ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est la Cosette des Misérables, donc Cosette en larmes, larmes étant provoquées justement par une grenade lacrymogène. Donc ça, c'est pour le premier type d'œuvre que je vais analyser. L'idée, c'est, je vais faire une espèce d'étude comparative, si vous voulez, pour essayer de voir, tiens, c'est quoi la puissance politique des œuvres, et donc je vais confronter ces 4 premières œuvres à une série d'autres œuvres qui, cette fois-ci, sont chaque fois réalisées par des anonymes,
on ne sait même pas si c'est des artistes ou pas, mais donc par des anonymes. Et ces œuvres-là, elles ont pour caractéristique chaque fois d'être réalisées dans des endroits beaucoup plus éloignés en fait, de la ville. Ça veut dire, c'est quoi? C'est sur les portes de squat, par exemple, ou dans les zones un peu abandonnées, délaissées, dans des quartiers donc, qui ne font pas l'objet d'une visibilité absolument impressionnante. D'accord? Et je m'intéresserai notamment à une série d'œuvres qui ont été réalisées à Fort-Galou, donc qui était un squat qui abritait notamment évidemment des migrants à Calais, dans la zone industrielle de Calais. Et donc vous pouvez voir ici quelques œuvres. Donc vous avez le Welcome to Fort-Galou, l'entrée, mais vous aviez également une grande cour dans laquelle vous avez plusieurs grandes fresques qui ont été réalisées. Alors ce qui caractérise encore ces œuvres, c'est quoi? C'est qu'elles représentent, comme vous pouvez le voir, de façon souvent en fait très naïve, en fait, voire enfantine, des colombes, des fleurs, des gens qui se tiennent la main. Et ces œuvres, elles sont le plus souvent ponctuées justement de citations ou de maximes poétiques qui évoquent quasi systématiquement l'existence d'une humanité une et indivisible. Alors il y a un premier paradoxe, et ce premier paradoxe c'est quoi? C'est que alors que les œuvres de Banksy, elles font passer un message en fait qui est directement politique, puisque Banksy, comme on l'a vu dans les 4 premières œuvres, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce directement, explicitement en fait la situation des migrants à Calais, d'accord? Ces œuvres-là, elles ont pourtant suscité des réactions tout à fait particulières. D'un côté, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré leur contenu critique, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, ces œuvres, elles ont fait l'objet, en fait, c'est pas une célébration, là, le mot il serait un peu trop fort, mais elles ont fait l'objet d'une attention tout à fait particulière de la part, en fait, des politiques, en particulier, notamment, de la maire de Calais, Madame Bouchard, qui est pourtant connue pour sa très très grande sévérité à l'égard des migrants, puisqu'elle avait fait parler d'elle notamment par un message sur Facebook demandant de ne plus nourrir en fait les illégaux de manière à ce qu'ils partent. Donc réaction un peu étrange, on va dire ça comme ça, c'est on a Banksy qui intervient, qui dénonce la situation des migrants, et qu'est-ce qui se passe? Les représentants politiques, en fait, ils vont saluer le travail de Banksy, le mettre en avant, donc c'est pas seulement les esthètes, c'est vraiment les représentants politiques qui vont encore une fois, faire parler qui vont parler des interventions de Banksy. Plus que ça, en fait, l'Office du tourisme de Calais a désormais intégré en fait ces œuvres au circuit touristique de la ville. D'accord? Donc, quand vous prenez le petit train à Calais, on vous emmène notamment voir les œuvres de Banksy. Je peux citer en fait la directrice de l'Office du tourisme qui disait Banksy en fait est un artiste mondialement connu, les Anglais le connaissent bien, cela peut attirer de nouveaux touristes, c'est une aubaine pour la ville. Donc, première réaction un peu paradoxale, une critique radicale, censée être radicale, de la situation des migrants, d'accord, et en même temps une espèce de monde politique qui salue toutes ces interventions, qui sont censées pourtant le mettre en danger. Et puis de l'autre côté, autre situation un peu compliquée, c'est quoi? C'est que ce Banksy, justement, qui dénonce la situation des migrants, comme vous le voyez sur les images ici, très rapidement, justement, les œuvres, elles vont faire l'objet de dégradation. Et elles font l'objet de dégradation, pourquoi? Parce que toute une série de gens, à commencer par des migrants, vont profiter justement de l'effet de visibilité, si vous voulez, de ces Banksy, pour faire quoi? Pour venir inscrire en surimpression toute une série de slogans. Alors ici, on a la référence à la chanson des Clash, le groupe de punk London Calling, mais peu avant justement un premier nettoyage, si vous voulez, des œuvres, on pouvait lire sur notamment le Steve Jobs, enfin pas notamment, sur le Steve Jobs, une phrase où il était mis « Les autorités se préoccupent plus des œuvres de Banksy que des migrants ». Donc ça, c'est pour les réactions paradoxales des Banksy. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Deuxième type de réaction paradoxale, mais cette fois-ci pour les œuvres justement des anonymes. Ça veut dire ces colombes, ces arbres, ces fleurs, etc. Qu'est-ce qui se produit? Alors qu'on a affaire en fait à des représentations qui ne comportent là pour le coup aucun message politique, ces représentations-là, fleurs, colombes, etc., elles sont en fait systématiquement effacées des murs de la ville ou rendues inaccessibles. Alors, on pourrait facilement lever cette contradiction je vais remettre les Banksy si vous le voulez bien. Donc, on pourrait facilement lever cette contradiction en disant quoi? En disant que l'attitude des autorités en fait, de la ville de Calais, elle serait simplement dictée par le souci de préserver un des artistes en fait, les plus en vue sur la scène de l'art contemporain. Et effectivement,
indépendamment de Banksy lui-même, le street art, je l'ai dit au début de l'exposé, fait depuis ces dernières années l'objet d'une institutionnalisation généralisée. Ça veut dire quoi? On en parle beaucoup dans les universités, mais pas seulement. Le monde politique, par exemple, s'en sert aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le street art, c'est effectivement devenu, depuis peu, une catégorie à part entière de l'histoire de l'art savante, catégorie à part entière de l'histoire de l'art savante, qui inclut par ailleurs déjà toute une série de sous-catégories. On a street art, le graffiti, le still writing, etc. Bon. Ces différents éléments pourraient justement expliquer pourquoi les œuvres de Banksy suscitent donc cette attention un peu particulière de la part du monde politique et des esthètes. Mieux, on pourrait même dire qu'en fait, si vous voulez, l'institutionnalisation du street art, elle va de pair avec quoi? Avec la disqualification, en fait, à mon avis, de toute une série d'autres œuvres. Je m'explique. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si vous voulez, l'institutionnalisation du street art, elle a des conséquences particulières, en fait, sur la perception plus générale des représentations graphiques qui sont réalisées dans les espaces urbains. On pourrait presque dire, si vous voulez, que les arts urbains, le street art, il se distingue maintenant justement des autres arts par un certain savoir-faire, par des codes, par des références qui les font précisément, ces œuvres de street art, apparaître aux yeux du grand public comme de l'art. Et de ce point de vue-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette institutionnalisation du street art, en fait, elle n'implique pas du tout nécessairement, si vous voulez, une intégration de tout ce qui s'affiche dans la rue, mais elle peut tendre, au contraire, à rejouer la frontière entre art et non-art, dans certains cas entre art et vandalisme, parmi les représentations graphiques dans les espaces urbains. C'est ce dont témoigne, à mon avis, un phénomène un peu nouveau, et c'est quoi? C'est qu'un grand nombre de street artistes, par exemple, se distinguent maintenant, si vous voulez, d'autres personnes allant, par exemple, graffer sur les murs, etc., en disant quoi? Mais nous, c'est de l'art, nous, on fait une œuvre avec un certain savoir-faire, etc. Inversement, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans le même monde du street art, des gens qui vont intervenir pour dire le vrai street art, il se fait dans l'illégalité, il se fait par exemple sur les combis de police, etc. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est évidemment que les autorités, elles pourraient donc conserver les Banksy simplement par souci de préserver un des représentants les plus importants d'un courant qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, depuis les universités jusqu'au monde politique, d'accord. Sauf que le fait même que le street art soit l'objet d'autant d'attention, ça ne veut pas dire qu'on intègre tout ce qui se fait dans la rue. Au contraire, on peut même d'autant plus facilement, si vous voulez, disqualifier certaines interventions sur les murs qu'on peut en mettre en avant d'autres. Ça va ? Si on s'en tient là, du coup, il est assez facile d'expliquer la destruction des œuvres naïves justement par leur absence de qualité esthétique intrinsèque. Sauf qu'à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce que justement, les œuvres anonymes, d'accord, elles peuvent aussi, ou elles pourraient aussi faire l'objet d'une valorisation. Et dans quel cadre? Dans le cadre notamment d'une autre catégorie de l'histoire de l'art, qui est la catégorie art populaire, d'accord. Et là, il y a quelqu'un, je vais pas revenir trop longuement là-dessus, mais quelqu'un comme Marpsat qui montre, par exemple, que ça fait maintenant 10-15 ans que les environnements d'art populaire font l'objet, en fait, d'une véritable consécration, d'une série de visites, etc. Donc, il me semble, si vous voulez, que cette contradiction, si vous voulez, elle ne peut pas être, donc la contradiction, le fait qu'on préserve Banksy alors qu'il dénonce et qu'on efface, en fait, des œuvres d'art naïve alors qu'elle ne porte aucun message politique, il me semble que cette contradiction, justement, elle ne peut pas simplement être expliquée aussi simplement. Elle touche peut-être à des enjeux qui sont un petit peu plus fondamentaux et, à mon avis, qui concernent directement le pouvoir politique des images, la puissance politique, si vous voulez, des œuvres. Ça veut dire, et c'est la thèse que je vais essayer de défendre ici, la façon dont elles mettent en jeu l'ordre établi. Alors cette dernière hypothèse, d'accord, de dire si on conserve Banksy, si on détruit les images naïves, c'est peut-être parce que les deux mettent en jeu, en fait, d'une certaine façon l'ordre établi. Cette dernière hypothèse, évidemment, elle implique quoi? Elle implique, en fait, qu'on ne peut du coup plus réduire, si vous voulez, la puissance politique des œuvres au message qu'elles véhiculent. Sans quoi la situation devrait simplement être renversée. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait censurer les interventions de Banksy et mettre en avant plutôt les œuvres anonymes, plutôt fédératrices, porteuses de symboles, rassembleurs, etc. Alors pour développer du coup cette hypothèse, donc l'idée qu'il y aurait dans les œuvres une puissance politique qui est irréductible, si vous voulez, au message qu'elles font passer,
Donc pour développer cette hypothèse, je vais m'appuyer sur les thèses d'un philosophe français contemporain. Il n'est pas mort, mais il est très vieux, mais bon, soit, donc il est contemporain, on va dire ça comme ça. Et ce philosophe français, c'est Jacques Rancière. Alors Jacques Rancière, c'est pas le philosophe le plus facile, mais je vais essayer de le présenter le plus simplement possible. Donc pour l'écrire une première fois, enfin pour le dire une première fois rapidement, l'intérêt de la philosophie politique de Jacques Rancière, elle tient en partie dans l'importance justement qu'il confère à l'espace et au temps. D'après lui, ce qu'il appelle l'ordre policier ou l'ordre de la domination, je vais revenir là-dessus dans le détail, vous verrez, ça va se clarifier. Donc l'ordre policier ou l'ordre de la domination, l'ordre du pouvoir, quoi, si vous voulez, il repose chaque fois sur un partage hiérarchisé des places, des rôles, des fonctions qu'auront à prendre en charge des groupes d'individus. L'originalité de Jacques Rancière, c'est quoi ? C'est justement du coup de montrer, si vous voulez, que l'ordre de la domination, ou le pouvoir, si vous voulez, il n'est pas imposé à la majorité, ça va, à nous, par quelques-uns, il n'y a pas quelques personnes qui décident, mais au contraire, cet ordre de la domination, ou ce pouvoir, il s'exerce en fait à même les découpages de l'espace, dans la segmentation des espaces, dans des agencements spatiaux spécifiques, dans des configurations fonctionnelles, etc. L'ouverture de certains espaces aux uns, sa fermeture aux autres, etc. Bon, donc dans des découpages de l'espace et dans des découpages du temps, ça veut dire c'est quoi les découpages du temps ? C'est par exemple les horaires, les rythmes de travail, etc. Ou les rythmes de circulation dans une rue ou dans une galerie commerçante, des choses comme ça. Mieux, la thèse de Rancière, c'est que parce que ces découpages de l'espace, justement, à travers lesquels s'exerce le pouvoir, à travers lesquels s'exerce la domination, parce que ces découpages de l'espace, justement, constituent le cadre de notre vie quotidienne, c'est la thèse de Rancière, cet ordre de la domination, il ne nous apparaît jamais comme tel, au contraire, il nous apparaît comment ? Comme naturel, comme normal, comme, on pourrait presque dire, habituel. Ça va ? Donc, partant de là, Jacques Rancière, il va développer, et c'est là qu'il va, moi, me servir beaucoup dans cet exposé, partant de là, Jacques Rancière, il va développer une approche tout à fait particulière, en fait, si vous voulez, de la dimension politique de l'art. D'après Jacques Rancière, ce qui fait la puissance, en fait, d'une œuvre d'art, c'est quoi ? C'est précisément que l'œuvre d'art, elle institue, si vous voulez, un écart par rapport au monde du quotidien, par rapport au découpage spatio-temporel, ça va, qui constitue la vie quotidienne. Autrement dit, l'œuvre d'art, si vous voulez, elle institue un nouvel espace-temps. On ne déambule pas, par exemple, face à une œuvre, comme on déambule dans une rue commerçante, comme on déambule dans le couloir des bureaux ou dans son université, etc. Donc c'est un type de déambulation, d'accord, un type de circulation qui est un peu plus particulier. De la même manière, le temps de la contemplation artistique n'est pas du tout le même que le temps, par exemple, du monde du travail. On est face à une œuvre d'art dans un temps qui se dilate. Par exemple. On n'est plus du tout dans un temps chronométré, etc., où il faut faire telle chose pour tel moment, etc. Donc, ce qui fait la puissance, si vous voulez, de l'œuvre d'art pour Jacques Rancière, c'est quoi ? C'est encore une fois une rupture qu'elle crée par rapport, si vous voulez, à l'espace-temps de la vie quotidienne, d'accord ? Rupture qui va rendre autre chose possible d'après lui. Pour l'écrire très simplement, ce que ça rend possible, c'est quoi ? C'est un pouvoir de sentir et de penser qui est égal en toute personne, d'accord ? C'est une puissance de sentir et de penser qui est partagée. Si je l'écris très simplement, mais je vais revenir là-dessus après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à l'œuvre d'art, justement, une personne se laisse affecter, si vous voulez, par une œuvre, elle peut l'interpréter sans que personne ne puisse lui dire ce qu'il faut sentir, d'accord ? Quel est le sens de cette œuvre ? Et en ce sens, dit Jacques Rancière, non seulement l'œuvre d'art, elle fait exister un nouvel espace-temps, mais en plus de ça, elle promeut, si vous voulez, une expérience de l'égalité. Face à l'œuvre, on est tous égaux, ça veut dire c'est une espèce de libre sensation, de libre interprétation. Et ce qu'on peut faire face à une œuvre ensemble, c'est en discuter. Mais personne n'a jamais le dernier mot, d'accord ? Pour le dire assez simplement. Bon, à partir de là, désolé, je suis obligé d'étaler mon dispositif conceptuel pour en revenir après au problème, hein, mais donc à partir de là, Jacques Rancière, il va évidemment revenir, si vous voulez, sur quoi ? Sur le rapport classique entre art et politique. L'idée à laquelle il va s'opposer, qui est une idée qui est notamment défendue par des gens comme que vous connaissez peut-être, Paul Ardenne ou Nicolas Bourriaud, donc l'idée à laquelle il va s'opposer, c'est quoi ? C'est l'idée qu'un art qui sort du musée serait en fait par principe, un art politique. D'accord ? Bon, pour Jacques Rancière, en fait, c'est exactement le contraire. Donc, je le cite,
L'art n'est pas politique d'abord par les messages et les sentiments qu'il transmet sur l'ordre du monde, il n'est pas politique non plus par la manière dont il représente les structures de la société, les conflits ou les identités des groupes sociaux, il est politique par l'écart même qu'il prend par rapport à ses fonctions, par le type d'espace et de temps qu'il institue, par la manière dont il redécoupe ce temps et repeuple ces espaces. Et de ce point de vue-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rancière, par exemple, le musée, ça constitue précisément un lieu qu'on pourrait qualifier, c'est un concept de Foucault, peu importe, d'hétérotopique, ça veut dire un lieu autre. Le musée, c'est un espace autre, un temps autre, d'accord, qui suspend, encore une fois, le quotidien ordonné de la domination pour faire exister un autre rapport à cet espace, un autre rapport au temps, un autre rapport aux autres. À l'inverse, dit Rancière, l'art qu'on qualifie de in situ, l'art in situ, c'est les artistes qui interviennent dans la rue, dans certains quartiers, etc. Justement, parce qu'il est localisé, parce qu'il s'adresse en fait à des publics particuliers, aura beaucoup plus facilement tendance à enfermer ces publics à la place, si vous voulez, qu'il aurait été astreinte. Ça veut dire l'artiste qui intervient, pour le dire très platement, en banlieue de manière à rendre la banlieue plus jolie, qu'est-ce qu'il fait dans le même temps? Il amène les gens à y rester dans cette banlieue. D'accord? Donc, on a chez Rancière vraiment cette idée que le musée, ça constitue un lieu à part qui fait rupture avec le quotidien ordonné de la domination. Bon. Donc, vous avez compris on peut maintenant poser avec Rancière que le caractère, la dimension politique d'une œuvre d'art, elle est systématiquement liée à la manière dont elle remet ou pas en question, évidemment, l'ordre policier, d'accord, ou l'ordre établi, on va dire ça comme ça. Donc, avant de comprendre maintenant de quelle manière une œuvre peut remettre en question justement l'ordre policier, il est nécessaire, j'ai déjà un peu abordé la notion, mais de revenir là-dessus un tout petit peu plus dans le détail pour bien saisir ce qu'on entend par ces termes. Donc dans une perspective ranciérienne, d'accord, la police, en fait, ça renvoie pas du tout évidemment à la police, c'est-à-dire le combi de police, donc les agents de police qui surveillent, etc. C'est pas du tout ça. La police, il la définit, je le cite, comme l'activité qui organise le rassemblement des êtres humains en communauté, qui ordonne la société en termes de fonctions, de places et de titres à occuper. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'une société, si vous voulez, ou plus largement, on pourrait dire toute forme de vivre ou d'être ensemble, c'est chaque fois quelque chose d'ordonné, au sens où il y a quoi? Il y a un partage et une articulation, si vous voulez, des fonctions et des places. Si je prends l'exemple de notre université, enfin d'une université de manière générale, là c'est pas la nôtre plus qu'une autre, mais si je prends l'exemple d'une université, au sein d'une université, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des professeurs, on va avoir des étudiants, on va avoir des administratifs ou encore des techniciens. Et ces partages, ils sont évidemment pas politiquement neutres, mais ils mettent systématiquement, chaque fois en jeu, des rapports, si vous voulez, de force ou des rapports de domination. Certaines personnes, de par leur statut par exemple, ont le pouvoir de prendre des décisions qui touchent à l'organisation de la vie de cette communauté, alors que d'autres, justement, en sont dépourvus et vont devoir se plier, bon gré, mal gré, justement, aux décisions qui ont été prises par d'autres. Autrement dit, l'ordre policier, c'est quoi ? C'est quelque chose, l'ordre policier, ça repose, si vous voulez, sur la séparation ou sur la division, on va dire ça comme ça, d'une humanité en sous-groupes qui se voient dotés de rôles, de statuts, de compétences qui sont chaque fois spécifiques. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous voyez, je développe ce que j'ai dit juste avant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, cet ordre policier, encore une fois, il ne s'impose pas par la violence, ou il ne s'impose pas seulement par la violence, mais il s'impose, je me répète, dans le découpage des temps et des espaces de la vie quotidienne, comme par exemple dans l'organisation des lieux des temps de travail. Pour le formuler autrement, on peut dire que lors de la domination, il s'exerce à même des agencements spatiaux et temporels spécifiques. Alors à grande échelle, maintenant, cette thèse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire quoi, un pouvoir qui s'exerce à travers des agencements spatiaux spécifiques? À grande échelle, cela relève du truisme. Les géographes, par exemple, l'ont montré depuis des années, j'allais dire des siècles, ça c'est pas tout à fait vrai, mais on peut montrer, c'est l'exemple que j'ai pris la fois passée, comment, par exemple, un boulevard, une voie ferrée ou un parc peuvent fonctionner justement comme des lignes de séparation entre des zones spatiales, d'accord, particulières, et qui vont permettre du coup, par exemple, d'enclaver une banlieue. La semaine passée, j'avais pris l'exemple de la banlieue nord de Marseille en montrant comment la banlieue nord de Marseille est construite avec une voie ferrée d'un côté, une autoroute de l'autre, et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On crée un espace qui est séparé, absolument séparé des autres, sans connexion avec lui. Donc, voilà un premier type, en fait,
de découpage des espaces, cette fois à grande échelle, mais ces découpages des espaces, ils fonctionnent évidemment aussi à plus petite échelle, hein, ils fonctionnent même dans le détail, on pourrait dire, hein, et à plus petite échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espaces, ils vont être, par exemple, configurés, en fait, de manière à rendre possible l'exercice d'une fonction, l'exercice d'un rôle, d'une compétence, mais également d'en interdire de facto, hein, toute une série d'autres. Il y a par exemple, si vous regardez, des lieux qui sont dévoués à la production, comme, alors je vais prendre l'exemple un peu classique, mais la chaîne de montage d'une usine, hein, elle est conçue de manière justement à favoriser une productivité maximale, mais elle est aussi conçue de manière à ne laisser ni la place ni le temps justement pour faire de la politique. Ça veut dire on y travaille, mais on n'y dispose pas ni de l'espace ni du temps pour y débattre, par exemple, de sa situation. D'accord ? À l'inverse de cette chaîne de montage, vous savez quoi ? Vous allez avoir des lieux qui sont, justement, par opposition, eux, absolument consacrés à la chose politique, comme par exemple l'Assemblée, mais là, encore une fois, tout le monde ne peut pas y entrer. Donc, ces découpages des espaces et des temps, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils favorisent, voire ils façonnent, en fait, hein, d'après Rancière, des comportements spécifiques qui vont être peu à peu intégrés par les uns et les autres, hein, où ils vont produire, si vous voulez, ces espaces, ils vont produire ce que Bourdieu appelle, dans La misère du monde, peu importe, des effets de lieu. Alors c'est quoi cette thèse des effets de lieu ? Pour le dire en simplifiant vraiment très très fortement les choses, hein, on peut dire qu'une personne, elle sera employée sur son lieu de travail et que le lieu de travail est configuré de manière à ce qu'elle se comporte absolument comme une employée. Il faut penser par exemple, je ne sais pas moi, les cadres aux open desk, qui sont des configurations spatiales qui forcent le travail, on pourrait presque dire ça comme ça. D'accord ? Donc un employé sur son lieu de travail, il sera simplement employé. Dans la grande surface commerciale, il sera consommateur. La grande surface commerciale est conçue justement pour vous pousser à acheter, pour faire que vous n'en sortez pas, etc., jusqu'à la musique, jusqu'aux odeurs, etc. On va être, par exemple, touriste sur la plage, mais on fera que peu ou pas de politique, parce que, justement, les espaces proprement politiques, et le temps nécessaire à la chose politique ou au débat sont, dans la plupart des lieux qu'on fréquente, comme interdits, d'accord ? Et puis, donc, parce que cette politique, elle est, on va dire ça comme ça, absente, en fait, des espaces dans lesquels on évolue la plupart du temps quotidiennement. Donc ça, c'est pour l'ordre policier. Ça va, j'étais clair ? Parfait. Au sein de cet ordre policier, justement, hein, à Calais, il y a un groupe qui fait l'objet de toutes les attentions, hein, à commencer évidemment par celle de Banksy. Et ce groupe qui, au sein de l'ordre policier, est dans une situation plus problématique en fait que les autres, c'est qui ? Ce sont justement les migrants. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça a été tout l'objet de la conférence de la semaine passée, hein, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, un ordre, d'accord, l'ordre policier, il n'exclut pas, ou il n'exclut pas nécessairement, en fait, en refusant toute place aux individus. Être exclu, c'est pas être sans place. Au contraire, être exclu dans notre société, c'est quoi ? C'est être enfermé plus que les autres à une seule et même place. Être astreint plus que les autres à un seul et même rôle. Donc, dans Race, Nation, Classe, les identités ambiguës dont j'ai parlé la semaine passée, Étienne Balibar, justement, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que les populations, par exemple, dans nos pays qui sont destinées à la surexploitation économique, ou les populations indésirables, hein, on pense aux Roms, etc., elles doivent systématiquement être présentées négativement, comme inférieures, comme exclues en fait, de l'ensemble national, de façon à pouvoir justement être traitées autrement que les autres. D'accord ? Et Balibar, c'est ce que j'ai montré la semaine passée, il montrait comment l'exclusion d'une partie de la jeunesse française, hein, elle impliquait quoi ? D'abord de les inscrire dans une généalogie hein, qui les distingue justement des nationaux, et donc c'était les fameux usages justement des catégories hein, de jeunes issus de l'immigration, de Français d'origine étrangère, d'immigrés de deuxième génération, etc. Et d'autre part, en plus de ça, d'astreindre ces gens-là, en fait, de les fixer dans un territoire qui sera lui-même présenté comme étranger à celui de la République. Et ce territoire lui-même présenté comme étranger à celui de la République, c'est quoi ? Ce sont, dans ce cas-ci, les banlieues. À Calais, les migrants, et je reprends ici la formule de Michel Agier, qui est anthropologue, donc à Calais, les migrants, ce sont précisément des indésirables. Ça veut dire ils sont en trop ou ils sont simplement de trop. Alors, à défaut de pouvoir supprimer les migrants, il fallait justement, bien davantage encore que pour les autres groupes, les fixer, les astreindre à une place, à un espace délimité, un territoire qui leur est assigné,
et qui est symboliquement et matériellement, c'est ça l'idée, comme la banlieue, qui est symboliquement, matériellement, en fait, coupée des autres, de manière à s'assurer justement que les migrants ne vont pas sortir de ce territoire. Et c'est à mon avis, donc voilà, mais ce n'est pas que mon avis, je m'appuie sur les thèses notamment ici de Sophie Gigot, mais donc à mon avis, c'est dans ce cadre que va s'imposer la notion de jungle, ou plus précisément qu'il va y avoir des usages quand même sévèrement problématiques qui vont être faits de cette notion. À suivre Sophie Gigot, donc, qui a écrit Les migrants en transit, c'est un bouquin magnifique. Donc à suivre Sophie Gigot, les lieux qui sont occupés par les migrants du Pas-de-Calais, à quoi est-ce qu'ils renvoient formellement? Non pas à une jungle, en tout cas pas directement, mais à deux formes de camps, c'est-à-dire celle du camp ghettoisé d'une part, et celle du camp de réfugiés d'autre part. Et pourtant, c'est le terme jungle qui va s'imposer. Vous le savez, on a parlé de la jungle de Calais en permanence. Donc on entendait ce terme-là partout. Bon. Et ce terme de jungle, il va s'imposer, en fait, si vous voulez, mais sans doute pas sans raison. Donc je cite Sophie Gigot, l'histoire sémantique du terme révèle un malentendu qui est aussi un indice des représentations que les nationaux associent aux migrants. Si vous voulez, le terme, vous allez voir, je vais développer cette idée-là, le terme de jungle, en fait, il a d'abord été utilisé par les migrants eux-mêmes. Ça veut dire que c'était notamment des migrants iraniens et qui, quand on leur demandait où ils vivaient, disaient jungle, ça veut dire en persan, ça désigne la forêt, le bois, à savoir forêt, le bois, l'endroit dans lequel ils étaient contraints de vivre. Sauf que ce même terme de jungle, en fait, qu'est-ce qui se produit quand on y fait attention? Il réactive en Occident tout à fait autre chose, à savoir l'imaginaire colonial. Le terme jungle, à quoi est-ce qu'il renvoie? Il renvoie à l'ailleurs, à l'exotique, à un lieu, en fait, la jungle, où aucune projection de vie humaine n'est possible, avec lequel toute identification est rompue. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est quoi? C'est que la médiatisation des campements, mais également les interventions politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs, elles vont très vite, en fait, accentuer cette représentation de la jungle, jungle de Calais, comme étant quoi? Un univers justement animal, un univers sauvage, un univers en fait en tout point différent du monde, d'un monde humain. Qu'est-ce qui se passe dans la jungle? Il suffit de penser aux articles de journaux, on y vole, on y viole, on s'y bat, on y tue. Et du coup, si vous voulez, cet usage du concept de jungle dans ce type de cadre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a très largement contribué à diffuser l'idée suivant laquelle la jungle, en fait, c'est un lieu déshumanisant. Et c'est un lieu déshumanisant, il faut prendre ça dans toute la portée qu'a ce terme. Ça veut dire, à défaut même d'être mauvais et dangereux en entrant dans la jungle, les hommes, ils ne pouvaient en fait que le devenir au bout de quelque temps, justement, à vivre dans ces conditions. Pour mieux maintenir, justement, encore une fois, les gens à leur place, justement, donc pour mieux maintenir les migrants à leur place, en même temps que préserver l'ordre entier qui fixe, justement, les places, une partie du monde politique, relayée par une partie des médias, je dis bien une partie, a insisté justement à coups de faits divers sur un danger particulièrement important, et c'est toujours la stratégie pour enfermer les gens, et ce danger particulièrement important, c'était quoi? C'était la possibilité à un moment donné de voir déborder la jungle, autrement dit de voir la jungle contaminer Calais, si vous voulez. Et là, la figure du migrant, justement, c'est la thèse de cette première partie, la figure du migrant, elle s'est ainsi construite dans ce rapport étroit à la jungle. On peut même dire que le migrant à Calais, il est indissociable de cette représentation de la jungle. Il est frappé du même mot, le plus grave étant sa dangerosité. Alors, il faut juste noter ici que cette représentation de la jungle de Calais comme un univers animal, comme un univers sauvage, violent, déshumanisant, elle n'allait pas du tout de soi. Donc il y a vraiment à un moment donné des rapports de force. Pourquoi? Parce que évidemment qu'on a parfois l'impression que les Calaisiens aujourd'hui ne pourraient avoir que de l'hostilité envers justement une population étrangère présentée systématiquement ou souvent comme sauvage et dangereuse. Faut quand même rappeler justement qu'il aura fallu une loi qui pénalise toute aide apportée aux migrants et des condamnations effectives par ailleurs pour réduire les soutiens qui leur étaient jusque-là apportés. Les migrants trouvant en fait à Calais très souvent en fait jusque-là un abri, un garage, une chambre d'amis ou en tout cas de quoi recharger son GSM, etc. Différents articles ont notamment mis en exergue, et je pense aux articles du Monde encore une fois, les entraves continues dont sont victimes les associations d'aide aux migrants. Et il faut également préciser que les images qui sont diffusées de la jungle dans les médias, elles montrent chaque fois quoi? Elles montrent un camp sale et boueux qui vient renforcer en fait cette représentation de la jungle. Or,
la jungle de Calais, c'est pas seulement en fait un camp, c'est pas seulement un camp dégueulasse, c'est aussi, par exemple, une bibliothèque, celle que vous voyez là sur la droite, hein, donc qui s'appelle le livre de la jungle là, pour le coup, donc c'est bien, tu vas taper, mais ce sont aussi des restaurants, ce sont des centres de soins, des lieux d'entraide, de solidarité, etc., des espaces de jeu pour enfants. Et c'est pourquoi Sophie Gigot écrit, en fait, hein, par rapport à cette représentation de la jungle qu'on a tous en tête, donc elle écrit « La réalité de la vie dans la jungle contraste précisément avec sa représentation. Les règles y sont cruciales. Les règles, bien qu'elles ne soient pas officielles ni écrites, reposent chaque fois sur une conscience partagée de ce qui se fait et ne se fait pas, de la place de chacun dans l'organisation collective. Le vivre ensemble repose entièrement sur un consensus normatif partagé par la majorité des habitants. » Donc ça, c'est pour... D'accord, on a fait l'ordre policier, la place des migrants au sein de l'ordre policier, et du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut redéfinir l'émancipation politique, si vous voulez, de nouveau avec Rancière. Et c'est quoi l'émancipation politique pour Rancière? J'en viendrai après hein, aux analyses des œuvres, vous allez voir. Donc l'émancipation politique pour Rancière, ça désigne quoi? Ça désigne justement le moment où ceux qui sont exclus, en fait, des affaires communes, ceux qui sont condamnés à obéir, ceux qui sont astreints au silence, vont réussir à montrer en fait qu'ils ont une intelligence et une parole en fait égales à ceux des autres. Pardon. Autrement dit, la politique, ça désigne, si vous voulez, des moments où les exclus vont rompre avec la distribution des fonctions et des places auxquelles ils étaient jusque-là astreints pour faire quoi? Pour participer à l'élaboration du commun, hein, pour montrer qu'ils ont une parole, encore une fois, égale à celle de tout autre. Alors si je prends un exemple très cliché, un moment d'émancipation politique dans les années 60, c'est quoi? Ce sont les grandes grèves. La grève pour Rancière, c'est quoi? C'est le temps qu'on se donne pour pouvoir exister à un moment donné comme un sujet politique, alors que jusque-là, on est simplement privé de parole. Bon, ça suppose du temps, ça suppose aussi une transformation des espaces, par exemple, faire des assemblées dans le lieu d'une usine ou quelque chose comme ça. Ça veut dire inventer les espaces qui n'étaient pas à disposition jusque-là pour pouvoir exister autrement. Bon, les migrants eux-mêmes, en fait, ça avait fait la une, ce truc-là quand même, les migrants eux-mêmes, en fait, ont tenté à plusieurs reprises de faire justement entendre cette parole, de se faire reconnaître comme des sujets politiques, comme des sujets dotés de parole. Parce que, bon, je ne l'ai pas rappelé, mais ça n'a échappé à personne que les migrants, on les entend très, très peu parler, en fait, hein, dans les médias. On peut entendre donc des politiciens parler du problème des migrants, éventuellement des associatifs parler de la situation des migrants, mais les migrants eux-mêmes, bon, ils sont pratiquement muets. Et donc, c'est pas simplement justement, donc les migrants ont eux-mêmes essayé d'apparaître comme des sujets dotés de parole, hein, et de manière parfois particulièrement frappante, hein, puisqu'en 2016 justement, c'était pas simplement pour protester contre le démantèlement de la jungle que des migrants justement ont défilé bouche cousue, en fait, donc ils s'étaient cousu la bouche, hein, ils ont défilé bouche cousue devant leur abri en ruine avec des pancartes qui disaient We are humans, hein, donc nous sommes humains, ce qui a fait écrire à Sophie Gigot, donc se coudre la bouche pour se faire entendre, hein, se coudre la bouche pour montrer qu'on a une parole. Donc dans ce contexte, si vous voulez, et j'en arrive à mon problème de départ, hein, pour interroger ou pour comprendre ce que peut être la puissance politique des œuvres d'art, à mon avis, il faut se demander justement si les interventions de Banksy et celles des anonymes, elles créent ou non, un écart par rapport justement à l'ordre policier, hein, si elles créent donc un écart par rapport à l'ordre établi, si elles parviennent ou pas, par exemple, à le mettre en suspens. En d'autres termes, ce qu'on va essayer de voir, c'est quoi? C'est de savoir dans quelle mesure les œuvres de Banksy et celles des anonymes, elles rompent ou non avec l'ordre qui identifie justement les migrants à des êtres dangereux, voire presque à des animaux, hein, pour mieux les astreindre, en même temps qu'il y a une place au silence. Ça va? Donc ça, c'est pour le cadre. Je vais maintenant passer, en fait, à l'interprétation des œuvres elles-mêmes. Et je précise, j'avais jamais fait ce genre d'exercice avant, hein, d'analyse d'œuvres. Je suis plutôt très théoricien, moi. Donc, c'est une perspective qui fera l'objet d'une discussion après. Mais je veux dire, on pourrait proposer une autre analyse des œuvres que je vais passer ici en revue avec vous. Donc je commence par les œuvres de Banksy, d'accord? Et première chose qu'il faut remarquer, je l'ai déjà dit, c'est que les œuvres de Banksy, elles ne sont jamais réalisées ni localisées au hasard. Au contraire, il choisit systématiquement des lieux d'intervention précis, d'accord, qui, à mon avis, et ça peut être discutable, mais constituent un ensemble. Alors la première œuvre, je commence par celle-là,
Et vous allez voir, ça prend sens petit à petit. Donc la première œuvre, en fait, c'est Le jeune enfant à la lunette, donc que vous avez en haut à gauche. Et Le jeune enfant à la lunette, il est réalisé, je l'ai déjà dit, sur la plage de Calais. Et Banksy, qu'est-ce qu'il fait ici? Il touche un public particulier, à mon avis, ça veut dire les touristes, ou plus souvent, en fait, parce que Calais, c'est quand même pas une plage de riches, quoi, ça veut dire le plus souvent, ce sont des habitants de Calais qui sont eux-mêmes venus passer un après-midi sur la plage. Donc, public particulier, touristes ou les habitants de Calais, ça veut dire, on va dire, un public populaire. Et l'image, elle fonctionne comment? Elle fonctionne presque comme pour leur rappeler que si la mer est pour eux un terrain de jeu, ou un paysage agréable, pour les autres, c'est quoi? C'est d'abord une frontière, en fait, infranchissable. Et dans cette perspective, on peut presque dire que cette première œuvre, elle s'inscrit dans le registre, en fait, à défaut d'un meilleur terme, dans le registre de la dénonciation, au sens où elle cherche à attirer l'attention, en fait, du public sur un problème, en fait, qui serait censé ignorer. Avec cette œuvre, Banksy ne cherche donc pas, à mon avis, à créer un point d'écart, ou en quelque sorte à mettre à distance, si vous voulez, la situation calaisienne, à établir une distance critique par rapport à la situation de Calais, d'accord, mais il dénonce ou il révèle, à mon sens, ce que tous connaissent déjà parfaitement, et paradoxalement, on pourrait donc même presque dire que cette œuvre, elle n'est opérante qu'à condition de présupposer, d'une certaine manière, ou de s'adresser plutôt aux individus depuis un lieu, justement, où ils sont censés être perdus dans leurs loisirs, leurs distractions égoïstes. Autrement dit, si vous voulez, cette œuvre, elle ne peut être efficace qu'à la condition de s'inscrire, mais sans le remettre en question, dans l'espace particulier de la plage, assimilé au sein des partages qui structurent l'ordre établi, à la bêtise, à l'ignorance, ou plus simplement même à la détente. Deuxième œuvre, et vous allez voir, c'est là que, ici ça peut être un peu contestable, l'analyse que je propose, mais dans le cas de la deuxième, je pense que ça l'est moins. Donc la seconde œuvre, c'est celle qui est inspirée par le radeau de la Méduse de Géricault, et donc qui est peinte à proximité de l'Office national de l'immigration et de l'intégration, et également de l'hôtel de ville de Calais. Et cette œuvre-là, à mon avis, c'est un choix que je fais, elle doit être analysée avec la quatrième, à savoir la Cosette en larmes, qui est elle-même en fait peinte devant un lieu qui est dédié à la politique, puisqu'elle est réalisée encore une fois devant l'ambassade de France à Londres. D'accord ? Donc deux œuvres qui sont réalisées dans l'immédiate proximité d'institutions qui sont directement consacrées à la politique. Alors évidemment, ces œuvres-là, elles sont visibles par tous les passants, mais il me semble que Banksy se donne ici un interlocuteur spécifique. Et cet interlocuteur, c'est qui ? C'est le monde politique. Les œuvres, donc, on peut dire, elles ne fonctionnent pas ici dans le registre de la dénonciation, puisque le monde politique, y compris celui au pouvoir, n'a pas cessé de souligner en fait que la question des migrants devait être réglée. Mais cette œuvre-là, elle a un objectif, à mon avis, qui est de mettre, parce que Banksy lui-même le dit comme ça, de mettre en fait les politiques face à leurs responsabilités. Mais sauf que si on se penche sur la localisation des œuvres, en même temps que sur leur contenu, ce monde politique, justement, il n'apparaît pas du tout comme un monde, si vous voulez, clivé, comme un monde dans lequel des tendances politiques contradictoires s'affronteraient ou des trajectoires politiques s'opposaient, d'accord ? Il n'apparaît pas comme ça, donc, mais il apparaît comme parfaitement indistinct. Pour le formuler de manière plus tranchante, en fait, ces deux œuvres, elles s'adressent au monde politique comme on s'adresse à une fonction, comme on s'adresse à un statut, celui de l'exercice du pouvoir. C'est le monde politique qu'il s'agit ici, comme un ensemble, comme une fonction, de faire réagir. La dernière œuvre, si vous n'êtes pas convaincu, vous ne le serez peut-être pas du tout par ailleurs, mais la dernière œuvre, ça, voilà, là ça devient à mon avis moins discutable, c'est le fameux Steve Jobs en migrant, d'accord, donc que vous avez en haut à droite. Et le Steve Jobs en migrant, il n'est pas représenté nulle part non plus, il est représenté en fait tout pile à l'entrée de la jungle. Donc à l'entrée de la jungle, et ce qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est un Steve Jobs qui est représenté en fait comme s'il s'évadait, d'accord, d'une certaine façon de cette jungle. Et cette œuvre-là, elle a fait couler en fait beaucoup plus d'encre que toutes les autres. Pourquoi ? Parce que notamment Banksy l'a longuement commenté, par la voix notamment d'un de ses porte-paroles. Il est intervenu dans le New York Times et il a écrit « Nous sommes souvent amenés à croire », donc je cite Banksy, façon porte-parole, « Nous sommes souvent amenés à croire que l'immigration va pomper les ressources d'un pays. Mais Steve Jobs était le fils d'un immigré syrien. Apple est la compagnie la plus rentable au monde. Elle paye plus de 7 milliards de dollars par an d'impôts. Et elle existe seulement parce qu'ils ont laissé rentrer un jeune homme de Homs. » Alors, de prime abord, cette œuvre-là, elle donne à voir les migrants autrement, en montrant justement que chacun d'eux pourrait être, en fait, ce fils d'immigré syrien,
ou plus largement un personnage exceptionnel comme Steve Jobs. Ça a d'ailleurs nourri pas mal de critiques, cette œuvre-là, elle s'est fait dézinguer par un important journal qui est Wired, et l'article a été relayé dans le Courrier international, où le journaliste attaquait Banksy en disant que c'était quand même un peu dégueulasse, c'est plus le mot qu'il emploie, mais c'est un mot assez dur, de dire qu'il faut faire quelque chose pour les migrants au nom en fait de la figure d'exception qui paye 7 milliards d'impôts, alors qu'on a des millions de gens comme vous, comme moi, etc., qui méritent tout autant l'attention. Mais bon, je passe sur cette critique-ci, simplement pour constater que, à mon avis, cette œuvre-ci, elle fonctionne à contre-emploi. Si on regarde bien, le lieu d'inscription de l'œuvre, il a toute son importance. L'entrée de la jungle, d'accord, l'entrée de la jungle de Calais, c'est précisément une frontière en soi. Et c'est une frontière qui est, comme les autres, plus que les autres, extrêmement surveillée et à bien des égards, en fait, médiatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entrée de la jungle, on y rencontre en fait autant de policiers, parfois de journalistes d'ailleurs, autant de policiers et de journalistes que d'illégaux. Et le Steve Jobs en migrant, il reste justement à l'entrée de la jungle, à la frontière. Et à bien regarder, cette frontière, il ne la brouille pas, d'accord, mais il donne à voir justement ce que l'on a toujours montré, ça veut dire la limite entre un monde humain, un monde animal, donc la limite au-delà de laquelle c'est autre chose. Et donc on ne compte plus justement, et c'est là qu'elle fonctionne à contre-emploi, les photographies de presse, d'accord, qui montrent côte à côte justement le fameux Steve Jobs, image de la réussite sociale, et un migrant pauvre, sale et triste. L'œuvre, elle tend alors à fonctionner, comme je viens de le dire, à contre-emploi, puisque la figure du migrant apparaît comme quoi? Comme celle justement d'un désir malheureusement impossible, et dont l'impossibilité même, en fait, constitue précisément le danger, celui de son renversement en haine et en violence. Le Steve Jobs, en fait, de l'entrée de la jungle, il marque, si vous voulez, la limite où tout peut basculer, mais ce faisant, il ne touche en rien ni à la représentation de la jungle comme telle, ce lieu déshumanisant. Évidemment qu'on a des humains, mais qui seront déshumanisés s'ils restent là-dedans, etc. Donc il ne touche en rien, si vous voulez, ni à la représentation de la jungle comme telle, ni à celle du migrant, figure limite ou figure de la limite, toujours dangereuse. Alors il reste une dernière figure à penser pour Banksy, et c'est pas la moins importante, c'est celle en fait de l'artiste-auteur lui-même, si vous voulez. Les Banksy, en effet, je pense que vous le savez, ils sont systématiquement identifiables comme tels. D'abord parce que Banksy reprend les codes, des codes qui sont déjà fort éprouvés, mais pas seulement, parce que Banksy signe systématiquement ses œuvres. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, Banksy, c'est pas un artiste anonyme. Ça veut dire Banksy, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui authentifie ses œuvres, donc, et qui les commande. Et dans cette perspective, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que l'on ne puisse pas mettre, si vous voulez, un visage sur l'homme, bien que l'on ne puisse pas mettre un visage sur Banksy, ça ne signifie pas du tout qu'il n'ait pas une existence individualisée, d'accord, ou qu'il n'apparaisse pas en fait comme un auteur des œuvres, auteur au sens que Michel Foucault, peu importe, donner au terme, ça veut dire auteur, c'est celui d'une identité qui a la forme de l'individualité et du moi. Et c'est à mon avis en cela que consiste justement le remarquable coup de com' de Banksy. C'est que Banksy, c'est quelqu'un qui maintient en apparence le rapport à l'anonymat, qui a pu caractériser toute une série en fait, de formes d'art urbain subversives et engagées, d'accord, sauf que d'une certaine manière, il en suspend toute la puissance. Pourquoi? Parce que même si on ne sait pas qui c'est, il les authentifie, ses œuvres, il les commente, autrement dit, elles sont ramenées à une identité qui fait sens pour les gens. Donc bien loin de demeurer anonymes, justement, ces œuvres de Calais, elles ont été immédiatement, ou presque immédiatement, chaque fois authentifiées par leur auteur via notamment son site internet. Elles ont ensuite été, j'ai cité le porte-parole, commentées par ses porte-paroles. L'œuvre londonienne, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas, et on ne le voit pas ici, mais elle a même été en fait augmentée, si vous passez devant, d'un code barre. Ça veut dire que vous pouvez scanner le code barre pour avoir des informations en plus. Bon, donc elle s'est inscrite elle-même dans l'espace virtuel, mais ça, c'est un autre problème. Et cette authentification des œuvres, justement, donc le fait que Banksy signe ses œuvres, qu'il les authentifie, qu'il les commente, elle a des effets importants sur leur puissance politique, je l'ai dit. Premier effet, c'est quoi? C'est que, ramenées à un auteur, replacées dans une histoire, ces œuvres, elles ont désormais une signification précise, qui est celle, c'est la critique de Foucault, que leur confère cet auteur ou que leur confère cette histoire.
Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir interpréter les œuvres comme on l'entend, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire autre chose que ce qu'elles étaient censées produire, etc. Mais ça veut dire que le commentaire, si vous voulez, ou l'exégèse de l'œuvre, il tend à s'imposer, on va dire ça comme ça, au détriment de quoi? De reprises créatives ou d'interprétations qui, par définition, impliquent des déplacements de sens. Autrement dit, ça ne veut encore une fois pas dire qu'on ne veut pas interpréter différemment les œuvres, mais ça implique par contre que le sens que leur a donné leur auteur fait ou peut faire autorité. À celui qui proposera une lecture différente, on pourra par exemple répondre « Banksy ne dit pas cela, mais ça ». Ça, c'est pour le premier point. Deuxièmement, c'est quoi? C'est que cette authentification, elle a aussi un impact sur la matérialité des œuvres de Banksy, et plus largement également sur celle de leur lieu d'inscription. Comme œuvre d'art authentifiée, une fois qu'on sait que c'est un Banksy, donc si vous voulez, elles peuvent faire justement l'objet, et elles font, dans ce cas-ci, l'objet d'une protection qui consiste le plus souvent, d'abord en quoi? En un nettoyage en fait des alentours. Autrement dit, cette authentification, elle favorise quoi? Elle favorise une patrimonialisation très forte de l'œuvre. Alors qu'elles étaient justement cerclées de revendications de migrants qui profitaient de l'effet de visibilité justement des Banksy, alors que d'une certaine façon, ces œuvres-là, elles auraient pu faire des petits, s'étendre au travers de déploiements, de reprises créatives justement, comme quand on a un graffiti, on en a d'autres qui viennent s'ajouter à côté, justement, les murs qui accueillent des Banksy, ils pourraient bien devenir, et dans certains cas c'est déjà le cas, ils pourraient bien devenir des murs propres. Donc, ce que les touristes viennent, à mon avis, aujourd'hui contempler, ne sont pas tellement, si vous voulez, à Calais, des images qui dénoncent une situation, que tout le monde dénonce déjà, pour le dire très platement, mais c'est Banksy qui dénonce une situation. Et pour peu que l'on admette ce que je viens de dire, ça veut dire que cette situation comme telle, elle fait déjà l'objet de gauche à droite, etc., par tout le monde, l'objet de toutes les dénonciations et de toutes les attentions, ce que l'on vient apprécier en fin de compte à Calais, c'est Banksy lui-même. Donc, ce que j'ai essayé de montrer ici, mais ça peut être très fortement sujet à discussion, tant mieux d'ailleurs, c'est quoi? C'est qu'avec la série des œuvres de Calais, Banksy, il dénonce ce qu'on connaît tous déjà, mais surtout, il reconduit en fait les partages et la distribution des places et des rôles qui sont constitutifs de l'ordre policier. Le peuple ignorant se voit rappeler, au cas où il aurait pu l'oublier, que des gens souffrent lorsque lui-même se prélasse. Le monde politique est sommé de remplir sa fonction dirigeante. Le migrant continue d'incarner cette figure dangereuse à la frontière entre humanité et inhumanité, animalité, sans prise aucune sur cela même qu'il représente. Et Banksy, lui-même, apparaît au sens le plus classique du terme comme un auteur à part entière. Ça veut dire quoi, comme un auteur à part entière? Ça veut dire d'une certaine façon comme un critique autorisé, quoi. Au même titre que moi, depuis ma position à l'université, quand j'écris un texte et que je critique quelque chose, ça a des effets, mais le fait même de signer mon texte, le fait même d'être attaché à une université, etc., ça a un impact sur sa réception, sur le fait qu'il va pouvoir être reçu ou pas. Banksy, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer avec la notion d'auteur, c'est que lui-même, il joue terriblement ce jeu-là. Et, voilà. Donc, critique autorisée, en somme, l'idée c'est quoi? C'est que chacun reste à sa place. Et c'est, à mon avis, au fond, ce à quoi renvoie aussi le Steve Jobs en migrant, à savoir la figure d'une réussite économique et sociale indissociable, en fait, du capitalisme le plus impitoyable. Et la critique de Banksy, justement, quand on y regarde bien, elle ne vise d'aucune manière, en fait, le système ou l'ordre policier comme tel, en montrant, par exemple, que c'est ce système ou cet ordre qui sont peut-être aussi constitutifs du problème des migrants, mais elle consiste simplement, cette critique, en un appel à corriger, si vous voulez, ce problème, qui, si on prend Banksy au mot, n'est pas tellement celui des migrants, mais celui de l'incapacité de ce système à tirer profit en fait, de cette situation. Un Steve Jobs encore inconnu pourrait, si on lui en donnait les moyens, payer des millions de dollars de taxes. Ces derniers points, à mon avis, sans doute bien plus que les qualités esthétiques de ses interventions, même si ça joue aussi évidemment, expliquent pourquoi Banksy peut faire l'objet de toutes les attentions de la mairie de Calais et de son office du tourisme. Donc j'en viens maintenant, vous allez voir la comparaison frappe. Désolé, j'en viens maintenant donc à la deuxième partie, enfin c'est pas la deuxième partie, ce sera moins long encore une fois, mais rassurez-vous, mais j'en viens donc au deuxième type d'œuvre, on va dire ça comme ça, et ce deuxième type d'œuvre, ce sont les fameux, moi j'avais appelé ça les cœurs en carton. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a dans Calais? On a une série d'œuvres qui sont réalisées, je l'ai dit, par des anonymes. Alors si à Calais, vous allez voir là,
comme ça remet tout en question, à mon avis, de manière beaucoup plus profonde. Si à Calais ou ailleurs, hein, justement, de plus en plus de street artistes interviennent dans des lieux choisis pour leur visibilité, ces créateurs anonymes, qui rassemblent ici encore des Français et des migrants, ils interviennent chaque fois, clandestinité oblige, et ça change tout, dans les marges, en fait, de l'espace quadrillé par le pouvoir. C'est-à-dire, ces œuvres-là, celles que vous avez devant vous, elles surgissent, clandestinité oblige, si vous vous faites prendre par la police, c'est quand même pas le même bon, hein. Donc elles surgissent là où on ne les attend pas. Ça veut dire dans une vieille usine, dans un entrepôt désaffecté, dans une maison laissée à l'abandon. Et Calais, de ce point de vue, est une ville absolument singulière, hein, puisque pour une très large part, c'est une ville qui est composée, pour ceux qui connaissent, de zones d'habitation proches, voire qui se mêlent en fait à des espaces industriels assez vastes, qui comprennent du coup un nombre mais incalculable de sites abandonnés, sous-utilisés. On a également des zones qui sont dédiées au transport, des voies routières, et ces zones, elles sont chaque fois bordées de quoi ? Des fameuses jungles, c'est-à-dire des marais, de buissons, de friches, etc. Et même à l'intérieur de la ville, hein, en plein centre-ville, vous avez quoi ? Vous avez toute une série d'espaces qu'on appelle interstitiels, donc des espaces délaissés, on pourrait dire ça comme ça, et jusque près de la plage, vous avez notamment les hangars à bateaux et une espèce d'endroit donc, qui est gigantesque, qui s'appelle, c'est le boulevard des Alliés, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez toute une série de petits bateaux qui sont rangés et qui peuvent évidemment être utilisés comme des lieux de squat, etc. Donc, Calais, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi ? C'est que c'est une ville qui est particulièrement riche en zones interstitielles et en espaces délaissés. Et en ce sens, ces créations anonymes, quand je dis elles ne naissent pas par hasard, mais à même l'espace quadrillé de l'ordre établi, d'accord ? Elles naissent à même cet espace quadrillé, on pourrait presque dire comme autant de lignes de fuite, d'accord ? C'est un concept de Deleuze, peu importe. Ça veut dire des lieux qui échappent, pour une part en tout cas, au contrôle, justement. Ça veut dire des lieux qui sont, je ne sais pas comment dire, eux-mêmes clandestins. Voilà. Ça me semble être la meilleure manière de le dire. C'est-à-dire que ces œuvres-là, quand elles surgissent, ce qu'elles dévoilent, ce sont des lieux qui sont eux-mêmes clandestins à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire des lieux qui existent, en fait, à l'intérieur de cette ville, mais qui échappent, en tout cas, pour une part, à l'entreprise de placement, d'assignation des individus qui caractérise le reste de l'ordre policier. Alors, ça, je ne l'ai pas montré, hein, mais donc quand je disais espace interstitiel, etc., ce qui est particulièrement frappant, c'est que la ville de Calais a développé une politique pour combler tous ces espaces interstitiels qui est hyper impressionnante. Alors souvent, on fait grand cas en fait, des 35 km maintenant de barrières qui entourent le shuttle, donc, que vous avez ici. Mais il faut savoir que ces 35 km, ils sont impressionnants, mais il y a quelque chose de beaucoup plus impressionnant quand on se promène dans Calais, c'est toutes les maisons, notamment le moindre lieu abandonné est désormais muré. Ça veut dire que dès qu'il y a un espace interstitiel, la ville essaie de les combler. Donc vous avez un exemple ici, vous en avez d'autres là, et on voit que le parc a été grillagé, les migrants sont allés s'installer un tout petit peu derrière, on voit encore les tentes. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a affaire à quoi dans tous ces lieux-là, où surgissent justement hein, ces œuvres anonymes ? On a affaire, à mon avis, à des espaces qu'on peut appeler des espaces d'indétermination, au sens où justement, abandonnés, délaissés, ces espaces, ils rendent possible d'autres comportements que ceux qui sont induits justement par les partages constitutifs de l'ordre de la domination. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être dans ce type de lieu, hein, donc dans ces espaces indéterminés, dans ces espaces clandestins, pour que d'un coup, l'ordre établi s'en trouve suspendu, pour que les identités, etc., se brouillent. Et c'est sur ce point, à mon avis, donc j'analyse les deuxièmes types d'œuvres, c'est sur ce point, à mon avis, que les œuvres anonymes, elles méritent d'être prises en considération, et c'est peut-être là qu'elles font problème. Vous allez voir en quoi elles se distinguent radicalement, à mon avis, des interventions de Banksy. La première chose qui frappe à la vue de ces œuvres, que vous avez, j'espère qu'on les voit bien, donc la première chose qui frappe à la vue de ces œuvres, c'est le rapport justement tout à fait particulier qu'elles entretiennent à l'espace. Elles ne s'inscrivent pas, ces œuvres-là, sur les murs comme sur des surfaces d'expression. Quand Banksy intervient quelque part, il choisit un mur vierge qui va lui permettre de faire son œuvre. Elles ne s'inscrivent pas sur des murs comme sur des surfaces d'expression, c'est-à-dire de la même façon, on pourrait presque dire que sur une toile ou sur un panneau de bois, mais systématiquement, elles débordent en fait leurs morceaux de mur pour s'emparer de quoi ? D'un coin de fenêtre, d'un coin de porte, etc. Un peu comme si vous voulez, les premiers dessins en appelaient d'autres, comme si les premiers arbres en appelaient d'autres ou les premières colombes, etc. Si on regarde maintenant, donc premier rapport un peu plus particulier à l'espace, on voit qu'on a, ça déborde de partout, on pourrait presque dire ça comme ça. Si on regarde maintenant d'un peu plus près ces créations,
En fait, il est possible d'affirmer qu'elles sont à bien des égards, ça va pouvoir sembler contradictoire avec ce que j'ai dit au début de l'exposé, mais ça n'allait pas, je pourrais revenir là-dessus dans les questions, mais elles sont à bien des égards inclassables. Non pas au sens où elles ne manifestent pas certains traits qu'on pourrait retrouver dans les autres réalisations, encore une fois, elles se rapprochent très fortement des œuvres que les Cobra, par exemple les artistes du groupe Cobra désignaient comme œuvres d'art populaire, et qu'ils opposaient d'ailleurs dans une perspective politique d'une part à l'art bourgeois, de l'autre part à l'art soviétique, passons. Mais donc, elles sont inclassables au sens où elles échappent, en tout cas, aux grandes catégories de l'art savante. On peut presque dire que l'art populaire, c'est une non-catégorie d'art. La formule est un peu compliquée, mais bon, soit. Autrement dit, on ne considère pas ces interventions-là, ou pas spontanément, comme des œuvres d'art. Deux éléments les caractérisent encore. Première chose, ces créations, si vous regardez, elles mobilisent systématiquement quoi? Des références simples. Ça veut dire on a des cœurs, on a des arbres, on a des colombes. Et deuxièmement, elles ne manifestent aucun savoir-faire spécifique. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que c'est un artiste, pour le dire platement, qui les a réalisés. Ces deux éléments, on peut déjà dire qu'en fait, ils ont une conséquence. Et quelle est cette conséquence? C'est qu'ils favorisent en fait la possibilité pour chacun justement de se faire créateur, de s'exprimer avec les autres sur un morceau de mur, contribuant ainsi à la multiplication de ses créations. C'est-à-dire, moi, j'aurais du mal à aller dessiner à côté d'un Banksy. Par contre, quand je vois ce genre de choses, on peut avoir envie soi-même de prendre le crayon, quoi. Mais il n'y a pas que ça, donc multiplication de ces créations, mais pas seulement. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est propre, à mon avis, à ce type d'intervention. Et je fais ici que reprendre en fait les discours des Cobra, Alechinsky et d'autres mots en particulier. Donc c'est la puissance propre de ces œuvres populaires, on va dire ça comme ça, c'est quoi? C'est de tendre à effacer, ou en tout cas de rendre indistinctes, si vous voulez, les différences culturelles, les différences sociales, qui sont justement le plus souvent tenues pour factuelles entre les personnes, ici en particulier entre Français, migrants, etc. Alors que ces œuvres sont réalisées justement, alors que ces œuvres sont réalisées par des Français, des migrants des quatre coins du monde, on peut dire qu'elles ne manifestent aucune différence en fait entre les hommes. C'est impossible de savoir si elles ont été faites par un individu ou par plusieurs individus. C'est impossible de savoir si elles sont faites par des habitants de Calais ou par des migrants, par des médecins, par des artistes, des ouvriers, par des hommes, des femmes ou même par des enfants. C'est pas par des enfants là pour le coup, mais bon. On pourrait me rétorquer donc que, ça va dans le sens inverse, que ces œuvres, elles sont quand même pourtant ponctuées de maximes. Mais si on regarde même bien l'écriture, donc le rapport à l'écriture qu'il y a dans ces œuvres-là, d'accord, on peut dire en fait qu'elles fonctionnent justement davantage, ces œuvres, sur le plan de la calligraphie que sur le plan du sens. Ou mieux encore, il me semble que ce qui est intéressant dans ce type d'œuvre, c'est justement qu'elles fonctionnent, elles jouent sur les deux plans à la fois. Ça veut dire que d'un côté, on a la spécificité des langues qui s'affichent, mais de l'autre, on a, et justement dans l'écriture, dans la calligraphie, quelque chose qui défait ces spécificités pour faire exister, c'est la thèse des Cobra, une même puissance humaine, une même puissance d'écrire, une même puissance de dessiner, si vous voulez. Dans cette perspective, ces œuvres anonymes, elles rendent possible, à mon avis, et c'est la grosse différence avec Banksy, une double expérience des espaces dans lesquels elles s'inscrivent. Premièrement, ces œuvres-là, elles sont indissociables, inséparables en fait, d'accord, du lieu sur lequel elles se confondent, on pourrait presque dire ça avec lui. Donc elles se confondent avec lui, ça veut dire quoi? De dire que ces œuvres se confondent avec l'espace sur lequel elles s'inscrivent, ça veut dire qu'en fait, elles font du lieu lui-même l'objet d'une expérience esthétique. Ça va? Vous allez voir que je vais retrouver le début. Elles font du lieu lui-même l'objet d'une expérience esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lieux qui sont peinturlurés, si vous voulez, ils vont se donner justement comme quoi? Comme des lieux autres, d'accord, qui rompent radicalement, ici, avec celui bien ordonné de la domination, justement. Ou, pour le formuler autrement, qu'est-ce qu'elles font ces œuvres? Elles font de ces espaces d'indétermination des lieux hétérotopiques, donc des lieux autres, en tout point étrangers à ceux qui constituent le quotidien. Elles les arrachent, en quelque sorte, si vous voulez, au quotidien de la domination. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en rendant justement indistinctes les personnes qui ont réalisé ces créations, en effaçant ou en compliquant, si vous voulez, les identités des uns et des autres, comme en témoigne notamment le jeu entre sens, la langue donc, et l'écriture, la calligraphie, ces créations, elles expriment aussi une nouvelle manière d'habiter un espace commun, cette fois encore, à mon avis, étrangère au quotidien ordonné de la domination. Chacun est dans cet espace un humain comme et en même temps qu'égal à tout autre. Donc d'une certaine façon,
pour prolonger ce deuxième point, on pourrait presque dire que ces créations, elles s'inscrivent en fait, pour l'écrire sans détour, hein, dans un processus d'appropriation, si vous voulez, au sens de Henri Lefebvre, mais encore une fois, peu importe, mais un processus d'appropriation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un processus par lequel une nouvelle société, une nouvelle communauté s'approprie, c'est-à-dire organise, je cite Lefebvre, à ses fins l'espace préexistant modelé auparavant. L'idée, c'est quoi? C'est que, si vous voulez, les chœurs, les colombes n'habillent pas un message, elles n'habillent pas une revendication, hein, mais au contraire, elles sont les traces, ou le moyen, hein, mais dans ce cas-ci, c'est les traces, du mouvement par lequel, justement, une nouvelle collectivité, une nouvelle communauté se forme, tente de se former, et pour ce faire, cette nouvelle communauté, cette nouvelle collectivité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit réinventer précisément son cadre de vie, d'accord, puisqu'elle s'empare de lieux qui existaient déjà. Dans ce cas-ci, c'est une usine, un vieil entrepôt. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que ces lieux, ce n'est pas soit un musée créé de toutes pièces à de simples fins contemplatives, ou soit un nouvel espace de vie collectif et concret, mais c'est l'un et l'autre. Ça veut dire que c'est précisément, je ne sais pas si je suis clair, hein, mais c'est précisément parce que ces œuvres-là se confondent avec le lieu qu'elles le font exister comme un espace autre, et que dans cet espace autre, les rapports entre personnes, qui sont à Calais très très violents et très très déterminés, migrants, français, tout ce qu'on veut, que les rapports entre personnes peuvent eux-mêmes, en fait, d'une certaine façon, se réinventer. Donc c'est vraiment la tentative, à mon avis, ces œuvres-là, de faire exister à même la ville de Calais, qui est quand même particulièrement policière, pour le coup, dans les deux sens du terme, de faire exister des lieux où les relations entre les gens peuvent, d'une certaine manière, se réinventer. Mais ça ne se réinvente pas tout seul, et ça suppose, c'est ce que j'essaie de montrer, encore une fois, une transformation du lieu. C'est en ce sens, à mon avis, justement, que ces chœurs en carton, ou ces maximes, si vous voulez, qui affirment l'humanité de chacun, l'égalité de tous, hein, qui pourraient évidemment prêter à rire, hein, et Dieu sait que j'aurais été le premier, bon, voilà, elles ne font pas tant rire que ça, précisément parce qu'à mon avis, elles sont étroitement liées à une tentative qui est celle, justement, de faire exister un espace autonome, hein, qui donne une idée, qui donne à éprouver une idée simple, mais à mon avis, au fond, radicalement subversive dans une ville comme Calais, c'est que les choses peuvent être autrement que ce qu'elles sont, et que les humains sont toujours autre chose que ce que l'on voudrait qu'ils soient. Du coup, la puissance politique de ces interventions artistiques anonymes, hein, indissociables encore une fois des espaces dans lesquels elles s'inscrivent, elle ne consiste évidemment pas, hein, on s'en doute, dans la création de lieux durables, hein, qui opposeraient une manière de vivre effective à celle qui constitue l'ordre du quotidien, puisque Michel Agier est le premier à dire ces lieux, ils sont par définition voués à être fermés par la police. C'est quand même des squats, c'est quand même bon, dans le cas du squat de Forgalou. Mais par contre, toutes ces œuvres, elles font exister des lieux qui, parce qu'ils permettent une expérience justement qui rompt avec l'ordre de la domination, produisent chaque fois, et c'est là que c'est intéressant, c'est tous les petits que ça fait, donc qui produisent chaque fois des effets qui les débordent. Ces lieux, en fait, comme celui-là, ils font chaque fois, si vous voulez, émerger une tension sensible entre, d'un côté, l'égalité qu'ils instituent, c'est-à-dire l'humanité qu'ils font exister, notamment à travers, c'est pas des décorations, mais à travers ces images-là. Donc tension entre l'égalité ou l'humanité qu'ils font exister, la communauté d'égaux qu'ils instituent, on va dire ça comme ça, et le quotidien ordonné de la domination qui oppose là des gens catégorisés, bien identifiés, etc. Et c'est cette tension justement, d'accord, donc ce que je dis ici, c'est pas que ça c'est amené à durer, tout ça, c'est pas ça que je dis, mais je dis, ça fait exister une tension, ça montre qu'autre chose est possible, et c'est cette tension-là qui confère à ce type justement de lieu, d'œuvre, d'intervention dans la ville, une puissance politique. Pourquoi? Parce que ce type de lieu, en fait, dénaturalise ou irréalise, il rend, si vous voulez, à leur artificialité, on va dire ça comme ça, les partages, les oppositions entre groupes d'individus, hein, qui sont chaque fois donnés comme factuels. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de montrer, même dans de petites expériences, même dans de petits cadres, même juste sur un coin de porte, ces œuvres-là, leur intérêt, à mon avis, c'est quoi? C'est de dénaturaliser, si vous voulez, une série d'oppositions qu'on nous fait chaque fois passer ou qui sont données comme naturelles, justement. Et c'est, je vais avoir fini, hein, donc justement, c'est ça qui me semble important avec ces fameux chœurs en carton qu'on retrouve un peu partout dans Calais, enfin un peu partout, pas dans le centre de Calais, mais parfois un peu plus loin quand même, mais c'est ce que disent les chœurs en carton, ce qu'ils affirment, si vous voulez, c'est pas du tout une différence qui devrait, parce qu'elle serait prise en compte, ça rejoint encore l'exposé de la fois passée, modifier le rapport que les gens ont, notamment avec les migrants.
Pas plus, comme le souligne la Banksy, qu'une capacité à trouver sa place au sein de l'ordre de la domination, mais ce qu'affirment en fait ces œuvres-là, c'est quoi? On pourrait presque dire ça comme ça, nous sommes comme vous, ça veut dire, nous parlons, nous raisonnons, nous existons comme vous. C'est-à-dire, plus fondamentalement, ce qu'elles affirment, et dans le cadre de Calais, ça me semble quand même être un peu subversif, c'est un nous sommes à partir duquel il devient possible de repenser justement plus largement les rapports entre individus. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'alors qu'à Calais, si vous voulez, on n'oppose pas simplement des hommes entre eux, mais maintenant, il y a 1 an ou 2, des hommes à d'autres que l'on tend à animaliser, on va dire ça comme ça, sinon à présenter tout simplement comme des animaux. Ces lieux, d'une part, ils suppriment ces oppositions pour faire exister une puissance humaine partagée, et d'autre part, à mon avis, ils peuvent déconstruire, ils permettent de déconstruire l'ordre établi, de souligner en tout cas, le déconstruire c'est un mot un peu radical, mais ils permettent de souligner son caractère artificiel, son montage, on pourrait dire ça comme ça. Plus radicalement encore, c'est à l'ordre établi tout entier, à mon avis, que s'opposent ces lieux autres. Et je vais m'arrêter ici, et j'espère que j'ai été clair. Merci. Faut parler très fort. Oui, c'est pour l'enregistrement. Voilà, je ne sais pas qui veut poser une question. Mais il faut venir à l'estrade en plus. Non. Je rigole. Allez-y. À la limite, je répéterai la question si on n'entend pas bien. Oui, je ferai ce que je peux pour répondre. Oui, oui. Type. Voilà, est-ce que c'était clair? Oui, ça va? Donc voilà, plus ou moins c'est ça, je vais pas tirer très long, mais voilà, vous partez si j'ai bien compris. Oui, j'ai bien. Voilà, moi je dis, est-ce que ce n'est pas possible aussi l'autre vision, l'opposé? Est-ce que ces gens-là veulent faire de l'art? D'abord, en moi, ces images-là, il y en a sûrement qui ont déjà l'envie esthétique, mais là, la recherche n'est pas l'esthétique. La recherche, c'est vraiment dénoncer, s'exprimer avant tout. C'est comme si c'était les messages des Gilets jaunes, pour dire. Voilà. Ouais, alors, merci pour votre question. Du coup, je vais commencer par une première réponse qui est que, évidemment, je ne prétends pas du tout donner l'interprétation définitive, je l'ai dit dès le début, sur les Banksy de Calais. Et je pense même que moi, je les prends comme un ensemble. Et que les prendre comme un ensemble, c'est déjà un geste interprétatif un peu particulier, puisque cet ensemble, il fonctionne comme un ensemble. C'est 4 œuvres, et c'est le fait de montrer comment chaque fois les localisations sont bien définies et tout ça.
qui fait que l'œuvre de l'un, le sens d'une œuvre résonne avec celle de l'autre, etc. Évidemment que si je suis tout seul face au Banksy réalisé sur, par exemple, le poste de secouriste, l'œuvre prise dans sa singularité, elle peut produire des effets, évidemment, que je contesterai jamais chez personne, des effets importants, peut l'amener à remettre en considération une situation, etc. Donc ce que j'essaie juste de dire ici, c'est qu'effectivement, voilà, c'est une interprétation, il y en avait d'autres possibles, et je suis persuadé que je pourrais écrire un texte pour montrer en quoi il y a chez Banksy de l'intelligence aussi. Hein. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'est simplement que mon problème, c'était en fait de savoir ce qui fait qu'à un moment donné, des politiciens parfois très très durs peuvent en fait saluer les interventions de Banksy. Qu'est-ce qui fait que la maire de Calais peut à un moment donné arriver et dire mais Banksy c'est une aubaine pour la ville. Ça c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ce que j'essaie de montrer, c'est pas qu'il n'y a pas de puissance critique chez Banksy, mais c'est simplement, et c'est vrai que je l'ai peut-être dit formulé de manière un peu radicale, donc c'est pas de montrer qu'il n'y a pas de puissance critique, mais c'est de montrer que c'est une critique qui s'inscrit en fait parfaitement dans un cadre, c'est une critique qui remet pas en fait en question, si vous voulez, le cadre qu'elle prétend pourtant dénoncer, quoi. Elle le maintient. Ça veut dire jusqu'à la position que se donne Banksy lui-même, hein, qui authentifie, qui fait passer un message, qui commente ses œuvres, qui explique pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, etc. Donc ça, à mon avis, c'est un peu différent. C'est vraiment de dire, je dis pas du tout que Banksy, ça peut pas être émancipant. J'ai eu une fois une étudiante qui m'a dit, mais moi les Banksy, ça m'a fait un effet incroyable et je voyais plus qu'y aller de la même façon. Je peux évidemment pas m'opposer à une lecture comme celle-là. Enfin, je ne vois pas de quel droit je pourrais. Mais par contre, il me semble que voilà, c'est pas une récupération politique, c'est même pas une récupération. Il a été immédiatement salué par tout le monde, Banksy. Les interventions ont été saluées par tout le monde. Et là, il me semble que c'est quand même lié à quelque chose de spécifique, qu'elle fait qu'encore une fois, il remet pas nécessairement en question, si vous voulez, le cadre qu'il prétend pourtant dénoncer. Enfin, un troisième truc concernant Banksy, c'est que à la base, je suis pas un grand fan, moi, de street art, pour être honnête, même pas du tout. Et du coup, Banksy, j'étais un peu passé très naïvement à côté de sa célébrité au moment où je commence à écrire le texte. Et en fait, ce qui m'intéressait, si vous voulez, dans la critique que je fais ici, donc dans les œuvres de Banksy, c'était la posture qui se donne, mais que se donne en fait un nombre de plus en plus important de street artistes qui se voient justement comme des gens, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais comme des critiques autorisées, quoi. Oui. Mm-hmm. Là, effectivement, elle choisit quoi comme symbole? Des choses que personne ne va pouvoir dénigrer. Il va choisir le symbole, le radeau de la Méduse. Ah mais oui. S'il est bien fait, qu'est-ce qu'on va dire contre? Oui, oui. On va jamais le toucher, il faut le protéger. C'est un symbole. Il va choisir Cosette, Victor Hugo. Mais oui. Il va oser. Il choisit pas stéréotypes artistiques, mais des images qui parlent à tout le monde. Oui, qui font ouais. Il ne va pas choisir quelque chose qui va offenser quelqu'un, Non, pas du tout. Ça veut dire, c'est vraiment, c'est chaque fois des images. Je suis d'accord avec vous, mais ouais. C'est ce que j'essaie. Je peux remontrer les Banksy si vous voulez, mais c'est ce que j'essaie de montrer. Oui, vous. Bah, vous le dites aussi bien. Oui, oui. Même peut-être lui va dire, mais comme ça, je donne un poids plus important et une reconnaissance au problème des migrants. Ça, c'est vrai aussi. Tout ce que vous voulez, mais voilà. Disons que pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de consensuel, on va dire ça comme ça, et qui fait que, effectivement, Banksy, c'est pas. Mais ce qui est le plus frappant, je pense, c'est les deux œuvres, et c'est là que moi, j'essaie vraiment. Enfin, la première, c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux, la critique que j'en faisais, mais par contre, pour les Oui, voilà. Mais par contre, pour le radeau de la Méduse et la Cosette en larmes, je pense que là, vraiment, le fait d'interpeller le monde politique, ce qui est dit par Banksy lui-même, hein, d'ailleurs, enfin, je veux dire, ça fait pas de doute. Et ce monde politique, il apparaît pas comme un monde clivé, quoi. Ce que Banksy critique, c'est pas à un moment donné, c'est pas une logique politique qui aurait contribué, par exemple, à produire le problème, hein, mais c'est simplement, encore une fois, c'est ce qu'il appelle, c'est
un monde politique qui est censé bouger, prendre ses responsabilités, quoi. Là, moi, j'ai un peu plus de soucis par rapport à ça. Après, pour le Steve Jobs, ce que j'essaie de montrer aussi, c'était de dire le migrant, qui est chaque fois défini par, par la jungle, hein, en fait, bah, la jungle, c'est quoi? Encore une fois, c'est un univers non humain. Mais la figure du migrant elle-même, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais le migrant n'est pas forcément méchant, les migrants ne sont pas forcément méchants, etc. Mais la jungle le rend mauvais, la jungle le rend dangereux. Et le fait de faire cette œuvre à l'entrée de la jungle, et quand on voit notamment alors le nombre de photographies de migrants qu'on a à côté du Steve Jobs, si vous tapez sur Internet, vous en trouverez plein. Il me semblait que ça, en fait, ça reconduisait presque strictement, en fait, cette idée de limite, justement, entre un monde qui déshumanise et un monde qui pourrait, justement, humaniser. Donc, qui rejouait à travers cette interprétation-là, justement, l'approche classique qu'on a du migrant à Calais, quoi. Donc, ça, c'était pour une partie de la réponse à vos questions. Donc Banksy, hein, donc encore une fois, vraiment, c'est pas qu'il critique pas, mais c'est qu'il critique à l'intérieur d'un système, en fait, qui remet pas en question. Ça, c'est le premier point. Après, quand vous dites chercher des lieux en marge, etc., oui, mais ce qui est intéressant et ce qui fait, indépendamment de la contrainte, qui est qu'effectivement, un migrant ne peut pas marcher partout où il veut, etc., parce qu'il y a quand même une police qui circule, il y a ceci, il y a cela. Ce qui m'intéressait ici, c'était quoi? C'était de dire, tiens, qu'est-ce qui fait que par contre la ville de Calais a beaucoup de problèmes avec ces interventions-là? Et je pense que le premier, c'est quoi? C'est que ces interventions, elles font apparaître, encore une fois, toute une série de lieux qui échappent précisément au contrôle du pouvoir, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qui échappent au quadrillage, en fait, des espaces publics, des lieux dans lesquels en fait il y a encore tout à fait autre chose qui est possible. Alors dans ce cas-ci c'est les migrants, mais ces lieux-là c'est quoi? C'est parfois, il n'y a pas de comparaison possible, hein, mais ça peut être des lieux par exemple avec lesquels on va tenir des réunions de groupuscules politiques, où on peut faire du trafic, des choses comme ça. Donc déjà rien que là, ça veut dire dans le fait même que ces œuvres elles interviennent là où on les attend pas, il y a quelque chose de beaucoup plus dérangeant pour le pouvoir qu'une intervention qui va d'une certaine manière directement le sommet de répondre, mais à sa propre place, quoi. Je veux dire, si vous allez trouver un politicien et que vous lui dites il serait temps quand même de changer cette situation, vous remettez pas son rôle en question. À l'inverse, si vous commencez par vous-même à faire quelque chose là où on vous regarde pas, ça change un peu la donne quand même, quoi. Et ce que j'essaie de montrer en comparant les deux, c'était vraiment dire il y a deux. C'est pas qu'il y a la puissance politique d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre, hein, mais c'est de dire que d'un côté, encore une fois, on ne remet pas en cause le système à l'intérieur duquel on fonctionne, alors que de l'autre, justement, on fait exister des lieux autres que ce système depuis son intérieur. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Alors, et une dernière chose, parce que ça, je vous avoue, j'y tiens quand même, c'est évidemment que Banksy, c'est identifiable comme de l'art. Hein, c'est identifiable comme de l'art parce que par exemple le radeau de la méduse, alors je suis pas un spécialiste, mais par contre ça se fait, je suis pas persuadé que ça prenne tellement de temps parce que c'est du pochoir, quoi. Mais donc à mon avis ça va assez vite, ça peut se préparer à l'avance, quoi. Mais par contre quand vous dites que les œuvres comme celles-ci ne sont pas artistiques ou sont pas ou même ça, hein, enfin je veux dire que très concrètement, alors j'ai pas pris moi je dirais que j'ai pas pris, je vais même mettre celles-là qui ont l'air d'être le moins artistique. J'ai pas pris malheureusement de représentation des œuvres par exemple de quelqu'un comme Georges Dubuffet ou de certaines interventions des Cobras et même avant eu de Picasso lui-même, hein, qui faisait des trucs, mais où je peux vous assurer que je veux dire ça s'en distingue assez peu. L'art brut a pu produire toute une série en fait d'œuvres qui échappent précisément au code ou aux grandes catégories artistiques qui jusque-là étaient identifiables. Et j'ai montré une image, mais je ne lui ai pas donné de sens parce que j'en ai pas parlé. C'était pour dire que justement, ces œuvres-là, en fait, elles font l'objet, et cette fois-ci, c'est ça qui est marrant, hein, c'est que c'est par des institutions officielles, des musées, quoi, classiques, elles font l'objet d'une mise en valeur de plus en plus importante. Ça veut dire que la jungle de Calais, par exemple, on l'a pas seulement brûlée, on a démonté en fait certaines tentes, etc. Pour faire quoi? Pour les déplacer. Vous le voyez notamment, alors, l'image en bas à gauche, où c'est un migrant qui a été invité. J'espère que je dis pas de bêtises, hein, mais j'espère que je dis pas de bêtises parce que je suis enregistré du côté d'Avignon, je crois, mais qui a été invité à exposer avec d'autres toute une série d'objets de réalisation, etc. qu'ils avaient fait dans la jungle. Et c'était le musée des arts populaires. Donc voilà, je veux dire,
Au-dessus, là, au-dessus, maintenant à gauche, vous avez quelqu'un comme Lou Blaster, qui est une artiste de Calais, et qui, pour le coup, elle a travaillé en fait à Forgalou. Enfin, elle n'a pas travaillé, mais elle a été à Forgalou, et elle a été notamment peindre sur les murs avec les migrants. Donc, elle s'est jointe à la troupe, on pourrait dire ça comme ça, pour décorer le lieu. Et à partir de là, elle a notamment fait une bande dessinée qui est devenue assez connue. Et qui raconte l'expérience de Forgalou et qui a été publié, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans soit Libé, soit Luma. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a toute une série en fait, de réalisations comme celle-là auxquelles on aurait tendance spontanément à ne pas prêter de valeur artistique qui font l'objet, dans le cadre des arts populaires, des arts bruts, etc., d'une vraie mise en valeur, y compris dans des institutions classiques comme des musées, quoi. Ce n'est pas des collectifs. Je ne sais pas si je réponds pas. Oui, moi je me demandais justement concernant les street artistes ou des gens comme Banksy, quand on les met en avant, est-ce que ce n'est pas une manière simple de les faire rentrer dans le rang? C'est-à-dire qu'on les met en avant et puis au lieu de finalement de critiquer un message qui dérange parce que ça pourrait choquer les gens, finalement on les sacralise et on fait oublier le message au profit de l'œuvre, au profit de l'art. Ouais, bah ça désamorce, et je pense que tu as tout à fait raison, mais et ça fait l'objet en fait d'un nombre de colloques absolument impressionnants ces temps-ci. Parce que je me souviens que quand j'ai commencé mes études, pourtant j'ai fait l'esthétique et la philo de l'art, il n'était pas tellement question des arts urbains. Alors que là, ça fait 4-5 ans qu'à Paris, tout ça, même à Normal Sup, ils organisent des colloques sur les arts urbains et leurs fonctions aujourd'hui dans des cadres, par exemple, politiques, comme les communes, des choses comme ça, la requalification de tel ou tel quartier. Et donc, je pense que oui, ce que tu dis là, c'est un constat qui est fait en fait par toute une série justement de street artistes qui justement ont radicalisé ces derniers temps leur position en disant mais regardez, il y a une vraie récupération en fait du street art. On suspend d'une certaine manière son pouvoir politique en faisant quoi ? Un outil là maintenant de réaménagement de certains lieux, etc. Et donc on se retrouve avec quoi ? Toute une série de street artistes qui vont revendiquer un côté beaucoup plus illégal. Ça veut dire c'est vraiment l'idée d'aller graffer sur un combi de police, quoi. Mais c'est une idée qui est déjà vieille, hein, je veux dire, le rap, je ne suis pas spécialiste du tout de ça, hein, mais c'est des textes que j'ai lus. Et en rap, on a déjà eu ça, à partir du moment où il y a certains chanteurs qui vont passer sur les grandes ondes, on en a d'autres qui vont dire, mais non, mais là, il faut faire autre chose, il faut devenir plus agressif, il faut devenir plus violent, parce qu'effectivement, nous intégrer au système, c'est le meilleur moyen de désamorcer, en fait, la puissance qu'avaient ces œuvres-là. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est très contemporain l'exposé que je fais, puisque les images que je montre dans la jungle de Calais, les images que je montre dans le squat de Forgalou, etc., c'est aussi des choses qu'on pourrait retrouver, par exemple, sur une ZAD. C'est des choses qu'on pourrait retrouver, donc Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi des gens qui décorent beaucoup, qui dessinent, qui peignent, qui s'approprient les lieux comme ça. Mais je crois que le street art, il y a encore quand même des gens qui font des choses subversive aussi, hein, je veux dire, et puis bon, la subversion, encore une fois, moi je reste persuadé que on peut être face à un Banksy et avoir non seulement une émotion incroyable, mais en plus de ça, quelque chose de beaucoup plus fort, hein. Donc ici, c'est une interprétation, je ne l'ai pas précisé assez, mais ça j'y tiens vraiment, c'est de dire une œuvre, elle déborde toujours du carcan, du cadre dans lequel on veut l'enfermer, on peut toujours y trouver un sens qui n'était pas celui que l'artiste y avait mis, etc. Simplement, dans ce type de cas-ci avec Banksy, c'est pas tellement qu'on ne peut pas réinterpréter le sens qu'il donne aux œuvres, c'est simplement que ce sens-là va pouvoir se voir opposer, en fait, la lecture classique authentifiée par l'auteur et que les historiens d'art pourront reprendre après lui, quoi. Je ne sais pas si je réponds ou pas, mais... Pierre. Oui, j'ai envie de dire 2-3 choses, à moitié question, à moitié intervention. La première chose, c'est que, donc, dans le même sens que ce que Claude disait à propos de la possibilité de récupération, moi j'ai le sentiment que la récupération, elle n'est pas d'abord politique, elle est évidemment aussi politique, mais il y a un élément dont tu n'as pas du tout parlé, qui est l'existence du marché de l'art. Et donc, moi j'ai quand même le sentiment que dans une large mesure, c'est le marché de l'art qui confère le statut d'artiste. C'est le marché de l'art qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un est suffisamment valorisé, suffisamment mis en avant pour avoir le statut d'artiste. Et donc,
sur ce marché-là, je ne connais pas l'histoire de Banksy, je ne sais pas, mais il me Mais paraît je vais clair pouvoir qu'il- répondre. il me paraît clair qu'il y est arrivé. Enfin, le dernier épisode Ah, c'est un rusé, il est incroyable. Hein, c'est- dans le Deleuze de la chaussée de Waterloo à Bruxelles était quand même très 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 parlant, quoi, hein, quand il est intervenu pour faire protéger ses œuvres exactement comme dans un contexte tout à fait normal, enfin normal au sens du marché de l'art. Et donc Même la par rapport destruction à- de l'œuvre par- en salle de vente. par rapport à ça, je dirais, il y a un élément qui m'apparaît comme très très important du point de vue de la possibilité de récupération par le marché de l'art, c'est ce statut d'artiste et le fait qu'il y a un individu, on peut parler de lui, même s'il passe par des porte-paroles, on peut traiter avec lui acheter ses œuvres, les revendre, etc., etc. Ça me paraît beaucoup plus compliqué avec le travail des migrants dans des lieux qui sont des lieux perdus. Donc, ce que je dis là ne met pas en cause ton analyse sur Ça peut. l'importance des lieux, hein, mais je crois que c'est un élément tout à fait important. Et vu sous cet angle-là, l'attitude de la maire de Calais me paraît quand même de l'ordre de l'évidence. Peut-être que politiquement, elle n'a pas trop envie qu'on parle des migrants d'une manière ou d'une autre, mais ce qui paraît clair, c'est qu'à partir du moment où il y a sur certains endroits des œuvres qui sont authentifiées comme des œuvres d'un artiste important, on a assez vécu ça avec Mons 2015, on sait que ça va faire venir des gens et que les interférences entre le monde économique et le monde artistique à ce niveau-là, en tout cas tant qu'elles restent dans ce cadre-là, sont importantes. Première chose. Deuxième chose, comment tu situes par rapport à ça? Donc ça n'a rien à voir avec ceci. Il y a 2 ans et demi, donc 3 ans maintenant, on a fait un voyage au Chili, et notamment à Valparaiso. Il y avait quand même énormément de peintures murales qui n'ont pas tout à fait le même statut. Moi, je vois en tête les muralistes mexicains, qui sont quand même aussi, dans une certaine mesure, repris par les institutions. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus proche d'interventions par des groupes militants. Et aussi difficilement récupérables. Peut-être pas tout à fait de la même manière que les migrants, mais je ne voyais pas trop comment on les intégrait là-dedans. Et alors, le troisième point, donc sur... Ça n'a de nouveau rien à voir, je m'excuse, je mélange des choses Non, différentes. mais c'est bien. Mais le troisième par point, contre, j'y répondrai. le troisième point, c'est ce que tu as dit au début à propos de Rancière sur la mise en avant de lieux différents, mais surtout d'une rupture du temps différente où on prend le temps de faire les choses. Moi, je sens quand même un peu sur la question du musée. La situation du musée comme très paradoxale de ce point de vue-là. Parce qu'évidemment, quand on est au travail, on n'a pas le temps de discuter d'œuvres d'art. Ça, c'est, dans la plupart des travaux, des situations de travail, c'est évidemment comme ça. Mais je dirais quand même qu'on peut aussi bien dire que dans une certaine couche sociale, le passage par le musée, à intervalles réguliers, fait justement partie du découpage du temps je suis normal content, ou naturel. Je suis content que tu poses cette question. Ok, donc voilà. Donc, écoute, je vais répondre à la première et à la troisième. Je t'avoue que la deuxième sur les murs mexicains, je suis incapable de dire quoi que ce soit parce que je ne maîtrise pas du tout en fait les productions artistiques d'Amérique du Sud et tout ça. Donc, je ne pourrais dire que des bêtises. Mais par contre, je peux répondre à la première question. Donc, c'est celle du marché de l'art qui confère justement un statut à l'artiste. Et je vais y répondre de manière un peu détournée, mais bon, peu importe. Donc, la première chose, c'est que je pense que tu as raison de dire que ça pèse, évidemment, et que le premier à avoir su jouer de ça, c'est Banksy lui-même. Et je ne l'ai pas dit, je n'ai pas développé, parce que l'objet de ce texte-ci, c'est moins Banksy, c'est parce que, bon, il est vraiment connu, mais à la base, c'est moins Banksy qu'une certaine posture, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on va sommer le monde politique, quand on va faire un graffiti devant, je sais pas moi, enfin voilà, l'ambassade de France à Londres. Donc c'était plutôt vraiment une posture que la critique d'une personne, Banksy en tant que telle. Néanmoins,
on peut faire la critique, et Banksy, je pense que c'est quelqu'un qui est redoutable d'un point de vue com. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a chaque fois réussi, en fait, mais je dis ça un peu de nouveau naïvement sans trop connaître, mais je pense que ça c'est quand même vrai, c'est quelqu'un qui a chaque fois réussi à surfer à la fois sur le côté subversif de l'art, sur le côté underground, on pourrait presque dire. Ça veut dire la posture de l'artiste urbain qu'on ne connaît pas, qui travaille de nuit, et toute une série de choses comme ça, donc qui entretient l'imaginaire de l'artiste, qui a vraiment des choses à dire, un message à faire passer, qui en plus n'intervient pas n'importe où, n'importe quand, bon, ça veut dire qu'il dénonce une situation, etc. Et en même temps, systématiquement, quelqu'un qui a toujours eu l'intelligence de mettre un pied, par exemple, dans le monde officiel des galeries, dans le monde officiel de l'art, etc. C'est-à-dire que très tôt, même quand il fait déjà ses graffitis, il fait des versions, en fait, plus petites, reproduites sur toile de ces graffitis, et des versions qui, là, pour le coup, sont commercialisables en galerie. Donc, c'est quelqu'un qui a systématiquement joué sur un côté à un autre. Ça veut dire qu'il y a, on pourrait presque dire... Oui, oui, c'est vraiment quelqu'un qui a un moment, à mon avis, a réussi à, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, moi, mais vider de sa substance la posture critique de l'artiste, mais sans jamais en avoir tout à fait l'air, quoi. Et qui peut, du coup, vraiment profiter des deux tableaux, quoi. Pareil pour la destruction de l'œuvre en salle de vente. Enfin, je veux dire, c'est un truc incroyable parce que l'œuvre se détruit pas. D'abord, elle n'est pas brûlée, l'œuvre, c'est ça, bon. Ensuite, il y a le cadre lui-même qui est enfin, je veux dire, à l'époque de la performance, des performances artistiques, je veux dire, un cadre comme celui-là, je veux dire, c'est à partir d'une œuvre d'art, c'est redoubler le potentiel. Enfin, c'est un vrai happening, quoi. Ça veut dire, c'est un happening performance avec en plus une trace matérielle, le cadre qui a détruit le truc et quand même un reste de tableau, quoi. Donc là aussi, je veux dire, c'est un coup de génie. Tout ça dans une salle de vente en plus, bon. Et l'œuvre vaut plus, et je pense qu'il le savait, hein, mais enfin bon, soit. Mais donc ça, c'est pour le premier point. Je veux dire, le marché de l'art, évidemment, Banksy, il a des liens avec ce marché qui sont pas ténus, loin de là. Ça veut dire qu'il a parfaitement su en jouer, et donc évidemment, ça a contribué à. Alors après, maintenant, j'aurais tendance à dire que le problème, et c'est plus général, donc je veux dire, c'est plus, je fais le filou là, si tu me le permets, que la question du marché de l'art, c'est vrai qu'elle est souvent prise aujourd'hui comme devant expliquer la réussite de certains, la réussite de ceux-ci, etc. Et donc on a très vite tendance à dire, en fait, le problème aujourd'hui de l'art, c'est quoi ? C'est le marché, c'est le fait que ce sont des choses qui sont commercialisables, etc. Et là, je pense que ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai dit, je fais un petit détour, mais je pense que tout l'intérêt, en fait, des œuvres de Rancière, c'est quoi ? Ça me permettra de répondre en plus à la troisième question après. Tout l'intérêt des elles de Rancière, des textes de Rancière, c'est de montrer qu'en fait, les œuvres d'art, si tu veux, avant la Révolution française, elles ne sont pas perçues comme des objets autonomes. Ça veut dire, elles ne sont pas perçues comme des objets autonomes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une œuvre, elle ne s'affiche pas au musée, elle ne s'affiche pas en galerie. Le portrait, par exemple, du roi, il s'affiche dans telle pièce du palais et on est censé identifier le roi, etc. Ça veut dire que les œuvres, à l'époque, elles ont une fonction sociale, elles s'attribuent elles sont... oui, exactement, mais elles sont destinées à des publics qui sont très ciblés. Ça veut dire qu'une œuvre, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Une œuvre, ce n'est pas un objet dont on se délecte pour le plaisir. C'est un objet qui fait sens, qui dit quelque chose du monde, qui dit quelque chose du statut de celui qui la possède et du statut de celui qui la regarde, évidemment aussi. Donc, ça veut dire qu'une œuvre, elle ne se vend pas, pour le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer commande, mais ça veut dire que ces commandes-là se font dans des mondes réduits et il y a des exigences, hein, avec un ensemble de règles pour représenter tel personnage. On ne représente pas, par exemple, le roi de France, on ne représente même pas un aristocrate guerrier comme un aristocrate, un ecclésiastique, par exemple. Donc, il y a à chaque fois des codes qui sont bons. Et du coup, les œuvres ne se vendent pas. Et la thèse de Rancière, c'est peut-être un peu facile parfois, mais c'est de dire que le marché de l'art, c'est d'une certaine manière une fausse explication pour tout, parce qu'en fait, l'œuvre devient commercialisable à partir de la Révolution française. Ça veut dire au moment où en fait les révolutionnaires vont confisquer les œuvres dans les palais, confisquer les œuvres dans les églises, les mettre dans le musée et les confronter à un public qui gère pas du tout les codes, qui peut pas leur donner le sens que leur donnaient les aristocrates auxquels elles étaient destinées jusque-là. Et c'est à partir de ce moment-là que l'œuvre va apparaître comme une singularité absolue, comme quelque chose qu'on peut apprécier en soi et pas quelque chose qui
qui raconte, par exemple, l'histoire de celui qui la possède, l'histoire d'un monde, etc. Et donc, le fait que cette œuvre devienne singulière et tout ça, par définition, ça en fait un objet autonome qu'on va pouvoir vendre, quoi. Et le truc de Rancière, c'est de dire que le monde, notre conception de l'art, qui est vraiment postérieure à la Révolution française, avant, on voit pas l'art de la même manière que ce que nous on le voit aujourd'hui. C'est pas des œuvres qu'on regarde pour le plaisir, on se délecte comme ça. Donc cette nouvelle, en fait, l'apparition même de l'art, on peut dire ça comme ça, au sens où nous on l'entend, une œuvre qui est là pour le plaisir des yeux, etc. Bon, une œuvre autonome, singulière. Ça va de pair avec sa commercialisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout objet peut je sais pas comment dire ça, moi, peut être intégrable au marché de l'art. Comme Duchamp. Oui, mais ça l'est, hein, pour le coup. Ça l'est très fortement, hein, les ready-made de Duchamp, et pourtant Dieu sait qu'on ne l'aurait pas parié au début. Mais le truc, c'est de dire, voilà, le truc de Rancière, c'est vraiment ça, c'est de dire, souvent on revient avec le marché de l'art et on dit, ah, mais c'est le marché qui aujourd'hui fait l'art, c'est le marché qui permet de comprendre l'art, qui permet de comprendre tel courant et tout ça. Ça cesse, c'est de dire, le marché, en fait, il est... Ça, je pense pas, hein. C'est pas le marché qui permet de comprendre, mais c'est le marché qui décide qui est un artiste et qui n'est pas un artiste. Oui, mais disons que le truc, c'est qu'à partir du moment où on a une œuvre qui est considérée comme un objet autonome, donc déplaçable, donc qu'on peut sortir d'un lieu, d'un autre, etc., j'ai envie de dire que la question du marché de l'art, elle pourrait parfaitement, je veux dire, à Dubuffet, je veux dire, c'est pas très différent de certaines œuvres populaires qu'on a ici, et les Dubuffet partent très cher aussi, les Cobras aussi. Du coup, on pourrait parfaitement, c'est ce que j'essaie de montrer, alors c'est vrai que c'est sans commune mesure, c'est sans comparaison, mais c'est l'image qui est encore là, mais c'est de montrer que les images qu'on voit qui sont faites par des migrants dans la jungle, elles font aussi l'objet d'exposition, elles font aussi l'objet d'exposition en galerie et donc d'une commercialisation. Et du coup, on peut dire oui, mais il y en a un qui vaut quand même vraiment des millions et les autres, ça vaut pas encore ça, quoi. Mais malgré tout, la question du marché en tant que tel, je suis d'accord pour dire qu'évidemment la mairie de Calais serait bête de cracher sur quelques millions d'euros. Après, ça c'est vrai, mais... je pense, et c'est deuxième partie de la réponse à cette même question, puis je passerai vraiment à la troisième. Donc deuxième partie de la réponse à cette même question, c'est il y a des artistes très connus qui ont fait des interventions pour lesquelles ils ont payé cher. Hein. Il y a des œuvres qui ont été détruites, il y a des œuvres, et je ne sais pas pourquoi j'ai pas d'exemple là maintenant, mais je veux dire, il y a vraiment toute une série d'artistes qui dénonçaient la guerre au Vietnam, ceci, cela, et qui faisaient vraiment l'objet de critiques féroces, farouches du pouvoir en place, même quand ces œuvres valaient beaucoup de sous, quoi. Et donc, il me semble que chez Banksy, c'est pas juste le marché de l'art. Évidemment que ça pèse, mais il y a quand même aussi autre chose qui fait que la maire de Calais peut dire « Ah mais oui, mais Banksy quand même », parce qu'elle-même dénonce la situation des migrants dans sa propre ville, et que Banksy ne la met pas directement, elle, en jeu, à aucun moment dans aucune de ses œuvres, quoi. Là où, à l'inverse, les œuvres populaires, à mon avis, ça met quand même directement en jeu, pas seulement la responsabilité et la politique menée par la maire de Calais, mais plus largement, en fait, un système avec des places qui sont réparties, des rôles qu'il faut tenir, des lieux où on peut aller, des lieux où on ne peut pas aller, des choses qu'on peut faire ou ne pas faire, quoi. J'ai envie de dire, c'est l'exclu qui se donne une parole qu'il n'est pas censé prendre. C'est le cas des migrants là à Calais, ça a été le cas de plein d'autres gens avant, quoi. J'aurais tendance à dire quelque chose comme ça. Alors, mur mexicain, je suis désolé, je ne peux pas répondre, mais... Chilien, pardon, mais il y a eu j'ai des bouquins j'ai des bouquins en plus sur les murs mexicains, pas les chiliens, donc j'irai voir. Mais bon, soit. Après, sur la question du musée, oui, tu as tout à fait raison. Alors, de nouveau, j'ai partiellement répondu. Hein, c'était de dire que le musée, c'est quelque chose de tout à fait neuf. C'est la Révolution française, c'est le premier muséum des arts de la République, hein, où on se retrouve avec des œuvres qui ont plus le sens qu'elles avaient pour les gens qui les regardaient jusque-là et auxquels elles étaient strictement destinées, quoi. Je veux dire, un paysan ne voyait pas une représentation. Elles étaient dans le palais, elles avaient une fonction. Et donc, ce musée, dit Rancière, c'est quelque chose d'entièrement neuf, puisque c'est pour la première fois, on va voir les œuvres comme des singularités sensibles, comme quelque chose qu'on peut apprécier, et quelque chose, du coup, qui n'a pas de sens, qui est clôturé. Ça veut dire, on en fait l'épreuve, on se laisse affecter par l'œuvre, et on peut commencer à en discuter. De ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire que ce que critique Rancière pour le moment, c'est quoi ? C'est pas tellement le fait que la bourgeoisie, par exemple, surinvestit les musées
par comparaison avec les classes populaires, parce que même la possibilité pour la bourgeoisie d'investir les musées, de se définir par son contact au musée, etc., elle est quand même rendue possible par le fait que l'œuvre s'adresse à tout le monde et plus seulement à celui... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même ça. Après, le truc que Rancière va dézinguer, c'est quoi? C'est tout ce qui est, et moi ça m'en fout aussi par ailleurs, mais bon, peu importe, c'est tout ce qui est scénographie pédagogique. Ça veut dire, venez, on va vous prendre par la main, on va vous expliquer l'art. Ici, vous avez un Van Gogh a peint l'œuvre à tel moment, cette œuvre, elle veut dire ça. Pour lui, dans son histoire, elle était censée incarner ceci ou cela. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces mises en scène comme ça, où on emmène le spectateur d'une œuvre à une autre? En fait, simplement, on rediffuse de la culture savante plutôt que, d'une certaine manière, de laisser l'œuvre... Tu vois, donc je pense que c'est plutôt le côté pédagogique en fait des nouvelles scénographies muséales qui poserait problème à Rancière. Après, le fait que la bourgeoisie soit investie, bah oui, ça fait du musée un lieu de conflit, mais c'est un lieu de conflit. Avant, il n'y avait juste pas de conflit quoi, par rapport à l'œuvre d'art. Je ne sais pas si je réponds. Bonsoir. En vous écoutant aujourd'hui, je me demandais si on ne pouvait pas parler aujourd'hui d'une fonction de Banksy. Et je trouvais que, oui. Que sa fonction aujourd'hui dans notre société, elle ressemble un peu, vous avez parlé du roi tout à l'heure, moi je l'associerais à le fou du roi. Vous me prenez les mots de la bouche. Donc parce que je pense qu'aujourd'hui, et en plus avec ce qu'on a rappelé dans la fameuse salle de vente, parce que je trouvais que la salle de vente c'était vraiment le contre-exemple, mais qui faisait que confirmer. Parce que salle de vente, c'est tout sauf une jungle, parce qu'il n'y a que des règles, il n'y a que des codes, et tout le monde les connaît, et tout le monde connaît les règles du jeu, etc. Donc c'est tout sauf une jungle, et c'est là que s'est passé le bazar. Alors après 30 secondes d'effroi, tout le monde a applaudi. Donc je veux dire, c'était vraiment une farce. Et donc le fou du roi, dans le sens que le fou du roi, il peut s'autoriser à critiquer les rois, mais il fait partie intégrante du système. Je crois qu'aujourd'hui, Banksy fait absolument partie de l'ordre policier tel que vous l'avez expliqué. Et alors, peut-être que là, moi, j'aurais utilisé autre chose pour vous parler d'œuvres, pour parler autant des images de Banksy que des autres images. Mais en même temps, à la fin, on en revient dans le sens que moi, les images, c'est peut-être plus générique. Parce que moi, quand on parle des images de Banksy, vous dites œuvre, bon, tout le monde dit œuvre de Banksy, bon, on entend œuvre d'art. Vous ne l'avez pas dit art, mais on entend œuvre d'art. Ouais. Effectivement, l'image de Banksy, qu'on appelle aujourd'hui œuvre, même si on ne dit pas œuvre d'art, elle devient œuvre parce qu'un corps de l'ordre policier, un corps donc, le marché, les critiques d'art, etc., ont décidé que cette image-là, c'était une œuvre d'art. Bon. Et que les dernières images, par contre, que vous avez montrées, mais que dont vous dites œuvre aussi, mais que nous avez expliqué qu'à la fin, qu'au fond, aujourd'hui, elles avaient un intérêt artistique et qu'elles étaient, entre guillemets, récupérées, mais là, dans le bon sens du terme, en tout cas, qu'on en faisait quelque chose, etc. Je me demande si ces images-là commencent à acquérir ou ont pu acquérir un autre statut, voire un statut d'œuvre d'art ou d'œuvre artistique ou d'image artistique, parce qu'il y a eu un intermédiaire, au fond, entre donc, ces images-là d'inconnus qui surgissent de nulle part. Elles peuvent faire peur parce que voilà, on les maîtrise pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Donc elles ne suivent pas les règles du jeu. Mais quelqu'un est intervenu, donc une dame ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, quelqu'un est intervenu pour faire tiers entre ces inconnus et les décideurs politiques, par exemple. Et par ce tiers-là, alors du coup, même si eux, ils n'y connaissent rien, ils peuvent s'étonner qu'on puisse porter un intérêt à ce travail-là, à ces images-là, mais au fond, comme le tiers est reconnu dans l'ordre policier, il est reconnu dans son statut reconnu, donc du coup, on les accepte. Parce que s'il n'y a pas d'intermédiaire, elles vont rester anonymes, on va penser qu'il faille les détruire parce qu'elles peuvent être dangereuses. Mais à partir du moment où elles sont jugées suffisamment intéressantes par quelqu'un qui est reconnu elle-même, ou une personne reconnue elle-même, alors ça fonctionne. Et donc du coup, ces images peuvent devenir œuvres ou peuvent devenir images artistiques et non plus images différentes. Ok, merci pour vos questions-remarques. Et du coup, j'y réponds de nouveau dans l'ordre avec... Pour le fou du roi, je vous l'ai dit, vous m'ôtez les mots de la bouche, ça veut dire que, effectivement, quand je dis critique autorisée, c'est un peu ça. Ça veut dire c'est quelqu'un qui endosse un rôle
de critique qui est déjà en fait prévu. Enfin voilà, le costume qu'il prend, il est parfaitement intégré. Et c'est même pas qu'il est intégrable, c'est qu'il est déjà intégré en fait par le monde qui prétend critiquer, quoi. C'est la posture de l'artiste qui, comme artiste, va effectivement pouvoir se permettre de dire des choses, et comme artiste qui, encore une fois, authentifie, c'est-à-dire comme auteur. C'est là que c'est là qu'il est vicieux et qu'il est. Enfin, qu'il est vicieux, c'est là qu'il est malin, je pourrais dire ça aussi, hein. Mais c'est l'idée que c'est un auteur, quoi, Banksy. Ça veut dire c'est quelqu'un qui effectivement a une individualité. On a beau ne pas connaître son visage, ça c'est une affaire de Paris Match, de savoir c'est qui, etc. Parce que pour le coup, on sait ce qu'il pense, quoi. On sait quel style il a, on sait comment il fonctionne, et ça c'est très différent. C'est-à-dire ça fait vraiment exister comme un auteur. Bon, donc là je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors après sur la question des œuvres, de nouveau, si vous me permettez, je vais refaire un petit détour. Je réponds tout le temps un peu comme ça, mais bon, soit. Donc c'est là je pense que vous avez raison aussi, mais ce qui fait en fait d'une certaine façon, alors voilà, je vais répondre comme ça, c'est de dire pour Rancière, si vous voulez, ce qui fait la puissance d'une œuvre, et vous allez voir en quoi je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord avec vous, ce qui fait la puissance d'une œuvre d'art, et c'est vrai que j'ai parfois du mal à dire œuvre et que je dis création populaire par exemple, souvent plutôt que œuvre, mais ce qui fait la puissance d'une œuvre, c'est quoi ? C'est le fait qu'on ne peut jamais absolument trancher sur le fait qu'il s'agit d'art ou pas. Ça veut dire que Rancière, c'est là qu'il est malin, il renverse systématiquement tous les grands clichés d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit de l'art contemporain ? Vous allez voir pourquoi je réponds quand même à votre question en disant ça. On dit l'art contemporain aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Bah, en fait, ce qui rend possible l'expérience esthétique comme expérience de l'égalité, ça veut dire, c'est précisément l'indétermination de l'objet d'art. C'est le fait que personne ne peut dire à un moment donné, mais oui, ça, c'est de l'art. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on peut dire, je simplifie un peu, mais ça, c'est de l'art, et c'est de l'art pour telle raison, telle raison, telle raison, qu'est-ce qui se produit ? Vous avez de nouveau le retour du savant, de la figure du savant, qui va pouvoir discuter, bavarder, etc. Et ce qui fait la puissance de l'art contemporain d'après Rancière, c'est là qu'il prend, mais vraiment à rebours, hein, les critiques d'aujourd'hui qui disent, mais l'art contemporain, c'est compliqué parce que c'est du n'importe quoi, un pavé qu'on vous met sur une estrade, c'est censé être de l'art, on est censé regarder ça comme un objet qu'on devrait vénérer. Bah, le truc de Rancière, c'est de dire, mais précisément, la puissance de l'art contemporain, c'est qu'on discute pour savoir si c'est de l'art ou pas. Ça veut dire que chacun peut faire valoir son approche sans qu'elle ne se voie opposée à un moment donné. En science, ce ne serait pas ça, par exemple. On ne peut pas discuter pour savoir si 2 plus 2 fait 4. Si je vous dis 5, Francesco, je suis désolé pour un exemple aussi bête, mais pourra me dire, ben non, ça fait 4. Et bon, voilà, blaf. Mais à partir du moment où l'objet d'art, par contre, lui est indéterminé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas en clôturer le sens. On ne peut pas à un moment donné, si vous voulez, dire « Ah bah tiens, c'est de l'art pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et si tu l'as pas vu, c'est que tu es idiot. Ou si tu l'as pas vu, retourne à l'école. » Bon. Et donc, ce qui fait la puissance, à un moment donné, même la puissance politique des œuvres, c'est justement le fait qu'on ne peut pas absolument... Enfin, je veux dire que leur statut reste ambigu et tout ça. Et c'est à partir de là que fait Rancière ? Il dit, la pire des choses, ça a été quoi ? Il prend l'exemple c'est Adorno, peu importe, qui est un philosophe, bon, soit intéressant aussi par ailleurs. Et Adorno, il écrivait sur Schoenberg, le musicien. Et il disait, Schoenberg, le problème de Schoenberg, c'était quoi ? Enfin, je vais prendre un autre exemple que Schoenberg, peu importe, mais il dit, il y a toute une série de gens qui critiquent, par exemple, la culture de masse. Et pour critiquer la culture de masse, l'artiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va distinguer le plus possible sa production de la culture populaire de masse destinée à tout le monde. Mais ce faisant, dit Rancière, qu'est-ce qu'il fait cet artiste ? Il recrée en fait une grande division entre quoi ? Un peuple éduqué, savant, etc., qui va pouvoir apprécier les objets dont il sait déjà par avance qu'il s'agit d'œuvres d'art, et de l'autre côté, une masse idiote, etc., qui serait vouée à apprécier les productions de masse, etc. Et le truc de Rancière, c'est de dire que non, en fait, pour que l'expérience esthétique soit une expérience de l'égalité, justement, il faut toujours que ça brouille. Faut pas qu'on puisse trop rapidement dire, faut pas qu'on puisse dire cet objet-là, c'est de l'art, ou cet objet-là, c'est pas de l'art. C'est précisément l'indétermination de l'objet qui fait qu'on en discute, qui fait qu'on en parle, et qui fait qu'il n'y a pas une parole qui peut surplomber une autre. Je sais pas si je réponds... Après, il y a le risque que tout est art. Et donc, alors il n'y a plus rien qui est art, puisque tout est art. Vous comprenez ? Ah oui, mais enfin, vous savez, alors là, je pourrais répondre aussi, c'est ça qui est génial. C'est que, mais il faut que je m'arrête de parler un moment quand même. Hein. Mais là, je suis d'accord avec vous, mais c'est marrant, parce que le tout est art. Bon, c'est plus une digression, hein, là. Mais je veux dire, par exemple, le projet des artistes comme Kandinsky et tout ça, c'est ça qui est génial. C'est qu'à un moment, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ?
projet de Kandinsky, c'est pas de créer les formes qui viennent en soutien aux soviétiques, c'est pas ça. C'est pas un truc où il se dit, moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est inventer des formes artistiques qui correspondent à la nouvelle idéologie politique et tout ce qu'on veut. Kandinsky dit pas ça. Kandinsky il dit son projet c'est quoi? C'est d'inventer le monde de demain, et inventer le monde de demain, ça veut dire de faire de chaque chose dans ce monde l'objet d'une expérience esthétique. D'où le fait qu'au Bauhaus, mais de manière à transformer l'homme. Le projet du Bauhaus, c'est celui-là. C'est transformer l'entièreté de la vie quotidienne, l'entièreté des espaces quotidiens, de manière à, par le biais d'une expérience esthétique, transformer l'homme. D'où le fait qu'au Bauhaus, on travaille sur quoi? Kandinsky, on ne le dit pas assez, mais il donne des cours sur les papiers peints, quoi. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait des papiers peints. Et ces papiers peints-là, c'est pas dans une optique d'aliénation des populations, c'est que du contraire, c'est de dire il faut faire de la vie tout entière l'objet d'une expérience esthétique, parce que c'est elle qui pourra transformer la manière dont les hommes se rapportent au monde et aux autres. Donc, vous voyez, est-ce que du papier peint, c'est de l'art ou pas? Mais c'est justement... Ouais. Prochaine fois, le 14 février, je me trompe. Voilà. On va arrêter là. Merci beaucoup, Damien. Et merci pour ces échanges vraiment très très riches. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.